Allez, bonjour à tous. Merci pour votre présence ce matin. On est donc au sein de l'école des Gonagues. J'y reviendrai dans quelques instants. Comme vous en avez l'habitude, je vais procéder à l'appel des présents de ce conseil municipal du 5 juillet 2025. Madame Joëlle Mizrahi, Monsieur Patrick Sabatier, Madame Marie-Christine Cianarella qui donne procuration à Martin Schex, Monsieur Frédéric Plague-Avaudan qui donne procuration à Isabelle Lévy-Fanucci, Isabelle Lévy-Fanucci, Monsieur Patrick Minéo, Madame André Collin, Monsieur Jean Tomaselli, Madame Martin Schex, Monsieur Serge Bénica, Monsieur Christian Lartaud, Madame Marie-France Rosti, Monsieur Henri Carvin, Monsieur Lionel de Cubert, Madame Jacqueline Fabre qui devra arriver dans quelques instants, Monsieur Bernard Croze qui donne procuration à Monsieur Patrick Sabatier, Madame Marie-Claude Allary, Monsieur Maurice Attias qui donne procuration à Monsieur Serge Bénica, Monsieur Christophe Moulin, Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Corinne de Ranieri, Madame Sandrine Frère, Monsieur Laurent Castillo qui donne procuration à Madame Emmanuelle Girard-Tivillier, Madame Stéphanie Gréco de Coningue, Madame Émilie Partouche, présente. Monsieur Anthony Paget qui donne procuration à Marie-Claude Allary, Madame Anaïs Abrahamian qui donne procuration à Madame Sandrine Frère, Monsieur Loïc Rousseau, Monsieur Jean Naillac est absent, Madame Monique Robineau-Chélan, Monsieur Charles Dalmasso qui est absent, Madame Aurélie Trichot-Pirani, Madame Francine Larocca et Monsieur José Gonzalez. Merci à tous d'avoir répondu à l'appel de votre nom. Donc le conseil municipal se réunit ce samedi matin donc dans la cour de l'école des Gonagues où nous nous trouvons, conformément à l'engagement pris d'organiser une fois par an le conseil municipal estival dans l'un des noyaux villageois de la commune. Comme vous vous en souvenez certainement, nous nous étions réunis le 4 juillet 2020, c'était à peine il y a plus de 5 ans, sur la place de l'église dans le village pour le conseil municipal d'installation. À l'été 2021, dans la cour de l'école de Valfleury à Anco-de-Botte. À l'été 2022, dans la cour de l'école du Logis-Neuf. À l'été 2023, dans la cour de l'école de la Punche. Et l'été dernier, nous étions réunis dans la nouvelle cour végétalisée de Pied-d'Autry. Ce conseil municipal se réunit en présence du public et comme vous en avez pris l'habitude, vous pouvez également suivre ce conseil municipal en direct ou en différé sur la page Facebook de la commune ou sur le site allo.com pour répondre à la double exigence de proximité et de transparence que nous nous sommes fixés. Avant d'entamer l'ordre du jour de ce conseil, je souhaitais avec vous aborder quelques sujets qui font l'actualité de notre commune. En premier lieu, les fortes chaleurs. On n'aura pas de mal à appréhender ce sujet compte tenu des températures qui vont au-delà des 30 alors qu'il est à peine 9h04 du matin. L'occasion de rappeler que l'épisode caniculaire auquel nous sommes confrontés depuis plusieurs jours touche non seulement les publics les plus âgés, mais également les plus jeunes, les enfants, que ce soit dans nos crèches, nos écoles jusqu'à hier, date des vacances scolaires, nos centres aérés, mais aussi tous ceux qui pratiquent une activité sportive ou culturelle dans nos équipements sportifs. Dans le cadre de l'alerte canicule et pour tenter de rendre les fortes chaleurs les plus supportables pour l'ensemble des enfants d'Allo, la municipalité a procédé à un certain nombre de mesures, a pris un certain nombre de mesures, que ce soit la distribution d'eau fraîche, de brumisateurs, on a même distribué des Yétis pour les enfants, on a organisé des jeux d'eau en extérieur partout où c'était possible et nous allions distribuer dans toutes les salles qui n'étaient pas climatisées des ventilateurs depuis le lundi 23 juin. Nos enfants ont ainsi pu terminer leur année scolaire dans les meilleures conditions possibles. Et d'ailleurs, un certain nombre d'entre eux étaient réunis, n'est-ce pas, Stéphanie Gréco de Coningue, jeudi soir pour le spectacle de fin d'année qu'on leur a offert au Théâtre de Nature. Donc je leur souhaite, ainsi qu'à l'ensemble du personnel, des enseignants, des équipes pédagogiques, d'excellentes vacances d'été. Je souhaite également rappeler les enjeux de cette saison estivale qui sera une nouvelle fois à risque sur le front du risque incendie. Et je ne sais pas si vous avez vu l'actualité de la nuit, un feu important s'est déclenché du côté du Rove et certains de nos sapeurs-pompiers d'Allo sont mobilisés, sont venus en renfort pour limiter la propagation de ce feu, sachant qu'il menace un certain nombre d'habitations dans le secteur du Rove. Donc on espère que dans la journée, le feu sera circonscrit. Vous savez qu'Allo jouit d'un patrimoine naturel exceptionnel avec ses 4000 hectares de collines que nous souhaitons préserver.
Or, il n'a échappé à personne qu'en raison des températures élevées et du vent qui est annoncé, que le risque est particulièrement fort. Heureusement, nous pouvons compter donc sur la mobilisation de nos sapeurs-pompiers et plus particulièrement les femmes et les hommes de la toute nouvelle caserne d'Allot et de Plan-de-Cuc. Sachez qu'en complément des dispositifs du SDIS des Bouches-du-Rhône, la municipalité, comme lors de chaque été, a renforcé son dispositif de protection des collines, des biens et des personnes depuis le 1er juillet et à minima jusqu'au 10 septembre prochain. Donc des patrouilles motorisées, des vigies, les bénévoles du comité communal des feux et forêts qui seront mobilisés tout l'été pour assurer la meilleure surveillance possible. Nous pouvons compter aussi sur la mobilisation et la bonne coordination entre la police municipale, l'Office national des forêts, les sapeurs-pompiers et les forestiers sapeurs aussi, qui sont autant d'acteurs pour veiller sur nos massifs. Il y aura aussi des patrouilles, qu'elles soient en 4x4, pédestres, VTT, qui seront déployées tout l'été. Et la garde forestière régionale, ce sont nos jeunes, financés par la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui sensibilisent et qui informeront des risques à l'ensemble des publics susceptibles de s'approcher de nos massifs. En s'appuyant donc sur le dispositif de prévention et de lutte porté par le SDIS, ils maintiendront ensemble une vigilance la plus poussée possible. Autre point que je souhaitais aborder rapidement avant l'introduction de ce conseil municipal, c'est le sujet du vallon de l'Amandier. Vous savez, le fameux terrain qui a été préempté par les services de la préfecture et qui se trouve à quelques centaines de mètres ici de l'école des Gonagues. Il s'agit là de l'enjeu clé de la protection de notre cadre de vie. Lundi soir, nous étions réunis ici même, dans cette école, avec Patrick Sabatier, monsieur l'adjoint à l'urbanisme, monsieur Christian Lartaud, qui est adjoint au service technique et au conseil de quartier, pour une réunion publique qui a rassemblé plus d'une centaine de riverains du vallon de l'Amandier. Le député Gonzalez était aussi présent. Je vous avais fait part dès le 27 mars dernier de ma plus grande préoccupation après la publication de cet arrêté où la préfecture devenait compétente pour délivrer une autorisation d'urbanisme en lieu et place de la commune sur une parcelle de 2500 m². Au-delà de toutes les actions déjà engagées, rencontre avec la ministre du Logement, vote d'une motion lors du dernier conseil municipal, pétition signée par plus de 7000 Allodiens, groupe de travail sur la réforme de la loi SRU au sein de l'AMF, je tenais à vous informer que nous avons engagé un recours gracieux contre l'arrêté du préfet de région dès le 27 mars dernier. Ce recours vise à contester la légalité de cet arrêté et à demander son retrait afin de défendre les intérêts légitimes des riverains et l'intérêt légitime de l'ensemble de notre commune. Comme vous le savez, nous engagerons toutes les voies de droit pour obtenir gain de cause dans ce dossier. La préservation du vallon de l'Amandier passera par un engagement total de notre part avec le soutien de l'ensemble des riverains, sachant qu'une association est en train de se créer. Et je salue leur engagement. Ils nous accompagneront dans ce combat essentiel pour le maintien de notre cadre de vie à Allot. Dernier point que je souhaitais aborder rapidement, revenir sur les fêtes de la Saint-Jean qui se sont achevées dimanche dernier. Saluer le comité des fêtes qui s'est beaucoup engagé avec l'ensemble de ses bénévoles, son président Éric Napoléoni, voilà, pour des festivités particulièrement chaleureuses qui se sont donc déroulées du 20 au 29 juin. Ces festivités ont permis une fois de plus de rassembler de nombreux Allodiens et Provençaux autour des valeurs qui nous sont chères et de nos traditions. J'associe à la réussite de cette belle semaine de festivités les représentants du groupe Saint-Éloi Allodien, organisateurs notamment de la cavalcade, des amis d'Allot ainsi que les tambourinaires du Logis Neuf. Ceci étant dit, nous allons pouvoir entamer l'ordre du jour du conseil municipal avec la désignation du secrétaire de séance. J'ai procédé donc à l'appel nominal des élus et déclaré la séance ouverte. Je propose la désignation de M. Loïc Rouzot, le benjamin de notre Assemblée, pour occuper les fonctions de secrétaire de séance conformément à l'article 2121-15 du Code général des collectivités territoriales. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? M. Loïc Rouzot est désigné à l'unanimité. Nous allons désormais approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal précédent, à savoir celui du 10 avril 2025. Donc, comme vous le savez, ce document retrace le déroulement du conseil municipal et il est soumis pour avis à l'Assemblée. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Je vous en remercie. Nous allons aborder le premier thème de ce conseil municipal, à savoir celui des transports, sachant qu'un nouveau réseau de bus va voir le jour, va être à disposition de l'ensemble des Allodiens à partir de ce lundi 7 juillet, donc dans moins de 48 heures. Et donc, au gré de la
signature d'une convention relative à l'organisation des transports scolaires entre notre commune et la métropole. Je vais dans un premier temps donner la parole à M. Christophe Moulin, notre élu au transport, qui va vous présenter ce nouveau réseau. Et je donnerai ensuite la parole à Mme Stéphanie Gricot-de-Conin, qui nous présentera le rapport au titre du transport scolaire. Christophe Moulin, nous écoutons. Merci, Monsieur le maire. Bonjour à tous, chers collègues. Je vais vous présenter effectivement les nouvelles évolutions qui vont avoir lieu le 7 juillet. Alors, il faut savoir que c'est un réseau qui a été pensé d'une façon à répondre aux attentes de notre territoire. Et pour ça, Monsieur le maire, nous avons une approche qui a été collaborative d'abord avec la métropole, collaborative avec les services de la RTM, mais aussi avec nos voisins de Plan de Cuques, pour lequel on a eu de nombreux échanges depuis 4 ans. Donc un nouveau réseau voit le jour à l'eau, vous l'avez dit, à partir du lundi 7 juillet 2025. Nous avions fait de la mobilité un enjeu majeur, les engagements sont tenus, comme vous le verrez, avec une augmentation forte de l'offre, plus de 50%, un meilleur maillage du territoire, et ça c'est quelque chose qui est à noter, avec des arrêts de correspondance, une meilleure lisibilité avec de la fréquence, à 20 minutes sur ce qu'on appelle les lignes majeures, ces lignes majeures qui vont permettre de relier des points comme les métros de la Fourragère ou de la Rose, mais aussi des lignes de proximité, ces lignes de proximité qui faisaient défaillance jusqu'à maintenant, qui vont offrir une fréquence à 30 minutes du lundi au samedi et qui vont permettre notamment d'atteindre des nouveaux lieux d'attractivité pour des populations de tout âge. Le futur réseau présente donc des sections en tronc commun permettant des correspondances entre les lignes, offrant, comme je vous l'ai dit, des possibilités multiples. Ce sont des pôles multimodaux comme la Rose, avec son métro, la Fourragère aussi, mais avec tout un ensemble de lignes aussi de la RTM qui permettent de rejoindre des quartiers marseillais. Et puis aussi la grande nouveauté, on l'avait rêvé quelque part et on a pu le faire, c'est une desserte de la Barrasse qui permet dans un premier temps de passer par la Valentine, et on sait combien ce secteur-là peut être attractif pour les Alaudiens, mais c'est aussi déjà imaginer ce que peut être demain l'intermodalité avec le RER métropolitain, qui n'est pas si loin, puisqu'on peut imaginer que dans les années à venir, ça viendra compléter l'offre de transport. Donc cela marque un tournant dans la mobilité, va permettre aux Alaudiens de bénéficier d'une offre complète, permettant de répondre aux besoins de déplacement alors scolaire, c'était déjà bien le cas, mais aujourd'hui on va plus loin, on réfléchit, enfin on déploie une offre qui doit répondre aussi à des problématiques de déplacement travail, et je pense notamment à toute la zone de Fontvieille, pour lesquelles, chez Emmanuel, il y avait une attente forte, et là je crois qu'aujourd'hui on y répond grandement, mais aussi les loisirs, parce que les loisirs font partie de notre quotidien. Rapidement, les grandes lignes de la desserte, nous avons donc la ligne 107 qui reliera la Fourragère à l'eau village, toutes les 20 minutes en heure de pointe. Et vous l'aurez remarqué, si vous allez au village, vous avez le terminus qui a été déplacé et il accueillera donc 2 lignes. La ligne 142, qui connecte le métro La Rose à la Fève, offrira quant à elle une fréquence à 15 minutes. La 144, la liaison entre La Rose et Allo Village, avec des horaires étendus en soirée jusqu'à 1h du matin. Et ça, c'est quelque chose qui était important de maintenir, même si on est sur un public un peu plus clairsemé. Les lignes, enfin, 62, 63 et 64, les fameuses lignes de proximité, couvriront respectivement la Montade, les Côtes-Rôties, la Valentine et la Barrasse, avec des amplitudes horaires adaptées aux besoins des usagers, comme je vous le disais précédemment, 30 minutes en heure de pointe. Enfin, la ligne 65, qui a tout son intérêt, son importance, c'est ce qu'on appelle le service de bus à la demande. Alors, on connaissait par le passé, mais là, aujourd'hui, la grande nouveauté, c'est qu'on pourra réserver 1 heure avant de pouvoir effectuer un déplacement, avec la possibilité de le faire par les applications. Donc, du coup, c'est avoir aussi la garantie d'avoir une réponse derrière qui nous assure un déplacement garanti. Enfin, ce que je voulais dire, c'est que ce service que je vous ai présenté, bien entendu, est complété par un service scolaire qui existait déjà par le passé. C'est la ligne 1100 qui desservira le lycée Monte Cristo, mais pour lesquels nos lycéens pourront aussi emprunter la 107 avec la fréquence à 20 minutes. La ligne 1200 qui desservira le collège Yves Montand, mais qui pourra aussi être empruntée par nos collégiens, qui pourront aussi emprunter la ligne 144. Alors ça, pour nos collégiens et nos lycéens, bien entendu, ce nouveau réseau va demander des adaptations, mais je pense qu'il faut aussi savoir leur faire confiance pour en tirer tous les bénéfices que cette nouvelle offre va leur apporter. Donc des aménagements de voirie, comme je vous l'ai dit précédemment, ont été réalisés.
Des nouveaux terminus, des points d'arrêt, vous avez dû les voir. En général, on a un point d'arrêt tous les 4 à 500 mètres, ce qui permet derrière de rendre un réseau attractif. La modernisation du mobilier, avec la rénovation des abribus et le remplacement des poteaux d'arrêt. Je terminerai en disant que ce nouveau réseau représente une avancée considérable qui dépasse le simple cadre de la mobilité durable et s'inscrit dans l'amélioration et la préservation de notre cadre de vie. Merci beaucoup Christophe Moulin, effectivement, pour la présentation de ce nouveau réseau, qui est une révolution à l'échelle de notre territoire, que ce soit pour Allo et Plan de Cul, que vous l'avez bien explicité. 4 nouvelles lignes qui vont rendre bien de nouveaux services en matière de transport public. Précédemment, ce réseau était avant tout concentré en direction de la Rose. Et là, la grande nouveauté, au-delà de couvrir de nouveaux secteurs de la commune, à commencer par celui des Gonagues, qui était très peu desservi jusqu'à présent, celui de Fontvieille et d'autres secteurs de la commune qui souffraient d'un déficit de prise en charge par notre réseau de bus. Ça permettra de desservir directement donc la Valentine, le secteur de la Valentine, jusqu'à la gare de la Barrasse, ce qui permettra effectivement d'être relié au secteur et au réseau SNCF, donc prendre ensuite le train pour aller en gare Saint-Charles ou partir en direction d'Aubagne, La Ciotat, etc. C'est aussi une interconnexion avec l'autre extrémité de la ligne 1 du métro, donc celle de la Fourragère, donc ça desservira, donc ça passera devant le lycée Monte Cristo, comme ça a été précisé à l'instant par M. Moulin, et ça, en passant par les 3 lucs, ça ira jusqu'au métro de la Fourragère. Donc si jamais vous n'avez pas pris connaissance encore de ce nouveau réseau de transport, on vous invite à le découvrir, et donc il sera en fonction à partir de 6 h du matin, dès lundi. Donc on vous invite vraiment à le découvrir et à l'utiliser en espérant que ça puisse décongestionner un petit peu nos routes qui sont bien saturées. Voilà, et on vous incite vraiment à prendre les transports publics et ce réseau de bus à partir de lundi, sachant que voilà, il est testé durant tout l'été, juillet-août, pour que tout soit prêt pour la future rentrée, que ce soit pour tous ceux qui reprendront le chemin du travail et nos élèves qui reprendront le chemin des cours. Merci beaucoup Christophe Moulin pour ce travail de 4 ans qui a été mené avec la RTM et la métropole. Stéphanie Gréco de Coningue. Oui, merci Monsieur le maire, chers collègues, bonjour. Donc, dans la continuité des transports, nous avons aujourd'hui la convention relative à l'organisation des transports scolaires. Les transports scolaires sont gérés par la métropole et cette convention vise à déléguer aux communes les compétences de gestion donc des transports scolaires qui concernent plus particulièrement les collégiens. Donc, compétences de gestion en termes d'instruction de dossiers, de renseignements donnés aux familles, modalités d'inscription, accompagnement dans les démarches, tout un tas de process qui permettent aux familles d'accéder plus rapidement à cette inscription sur les bus scolaires et de connaître le fonctionnement. La commune d'Allo souhaite assurer bien sûr tous ces services aux administrés. Néanmoins, elle ne souhaite pas gérer la partie encaissement des abonnements qu'elle laissera à la gestion de la métropole. Donc, cette convention serait applicable à partir de la rentrée 2025-2026 pour une durée d'1 an, reconductible tacitement 4 fois. Voilà, je vous propose d'approuver la dite convention. Merci. Merci beaucoup. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons... Oui, Monsieur Gonzalez, pardon, je n'avais pas vu. Ben non, même tout à l'heure, j'aurais bien aimé prendre la parole. Simplement pour vous dire que vous exprimez ma satisfaction que nous soyons réunis ici tous en plein air, entre les cigales et les rayons du soleil qui dardent déjà à 28 degrés à 9 h du matin dans notre belle commune d'Allo. On se retrouve un peu comme le temps des Grecs, sous l'agora ou des Pnyx chez les Romains, mais aussi, il faut le savoir, dans notre commune d'Allo, au Moyen-Âge, comme nous l'avons fait une fois ou deux déjà, les délibérations se tenaient sur la place du village, au village. Et donc, vous dire ma satisfaction et vous dire que c'est peut-être, je pense, l'une des dernières délibérations en plein air de ce mandat. Et nous aurons peut-être le plaisir de nous retrouver l'année prochaine, ce qui n'est pas sûr pour moi, parce que je n'ai pas encore décidé si je me présentais ou pas à ces prochaines élections municipales. En tout cas, merci de votre présence et merci de tout ce que vous faites, quel que soit votre bord politique, que vous essayez de faire pour cette commune. Merci. Merci, Monsieur Gonzalez. Et je suis sûr que vous nous ferez connaître votre décision dans les meilleurs délais.
Donc, si vous le voulez bien, on va passer au deuxième volet de ce conseil municipal, à savoir celui de la jeunesse, avec de nouvelles colonies de vacances qui vont avoir lieu cet été pour les enfants d'Allo. Je laisse le soin à notre adjointe à la jeunesse, à savoir Madame Martine Schex, de nous en faire la présentation. Oui, merci Monsieur le maire, bonjour à tous. Je voudrais, si vous le permettez, Monsieur le maire, profiter de l'occasion qui m'est donnée en ce début d'été pour saluer le travail du pôle jeunesse loisirs sous l'égide de la direction d'Éric Napoléoni, toute l'équipe qui a préparé, puisque nous sommes là à partir donc, de lundi en vacances scolaires. Donc nous avons préparé tous les dispositifs pour accueillir les jeunes, que ce soit le centre aéré, Allo Loisirs, les nocturnes, tout est prêt pour les accueillir. Donc je voudrais remercier tout le personnel qui a préparé tout le programme pédagogique pour tout l'été. Et bien sûr, je vais donc passer maintenant à la délibération pour présenter donc les colonies de vacances qui sont sur Allo pour la deuxième année. Donc, suite au succès de la colonie de vacances organisée l'année dernière, la municipalité a décidé d'organiser pour la période estivale 2 séjours avec l'association Synergie. Le premier séjour aura lieu du 15 au 20 juillet dans les Alpes de Haute-Provence, à Biabo, pour les enfants de 6 à 11 ans. Le deuxième séjour se déroulera du 21 au 27 juillet dans les Hautes-Alpes à Saint-Léger-les-Mélèzes pour les adolescents de 11 à 14 ans. Afin d'aider les familles allodiennes qui souhaiteraient faire participer leurs enfants à ce séjour, une aide financière est proposée par la commune afin de rendre plus attractif ce dispositif. Je vous propose d'approuver les termes de la convention avec l'association Synergie et le principe de l'aide financière de la commune en faveur des familles allodiennes qui souhaiteraient inscrire leurs enfants. Je tiens à préciser que le premier groupe pour les plus petits est complet et qu'il reste à environ 7-8 places dans le second groupe. D'accord. C'est bien, donc des colonies là, qui remportent un franc succès. Hein. Oui. Donc, on a doublé le temps. Il n'y avait qu'une semaine l'année dernière, il y en aura 2 cette année. Donc, ça permet cette division effectivement en 2 groupes, comme ça a été rappelé très justement. Biabo, on est au-dessus de Manosque. Saint-Léger-les-Mélèzes, vous connaissez, on est dans le 0,5. Et effectivement, il y a une prise en charge de la municipalité d'environ une centaine d'euros. Hein, 100 euros par enfant. Voilà, d'autant plus abordable pour les familles d'Allo. Hein, c'est pour les familles d'Allo. 100 euros de prise en charge, ce qui ramène la semaine à 500 euros, tout juste pour l'ensemble des prestations, donc hôtellerie, restauration, activités, transport, ce qui est particulièrement raisonnable. Donc n'hésitez pas, pour les 11 à 14 ans, à vous inscrire pour les places qui restent. Et ça me permet aussi de saluer les jeunes conseillers municipaux jeunes là, qui sont derrière moi et qui ont pris le soin de venir alors que c'est le premier jour de leurs vacances. Je pense qu'on peut les applaudir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? S'il n'y en a pas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au volet éducation avec l'enjeu des cantines scolaires et je passe à nouveau la parole à Madame Stéphanie Gricot de Coningue. Merci Monsieur le maire. Donc, par cette délibération, il s'agit d'approuver une adhésion à l'association Agor. C'est une association qui a été créée en 1986 qui défend les métiers de la restauration collective publique ainsi que la qualité des produits et des services offerts aux usagers. Elle sensibilise également les professionnels et le grand public aux enjeux nutritionnels, environnementaux, sociaux liés à l'alimentation. Je profite, avant de terminer sur la présentation de cette délibération, pour vous préciser que la commune d'Allo a été choisie par la métropole comme ville pilote sur la qualité et la diversité de ses repas en termes de restauration scolaire, la valorisation des composants et la gestion des déchets, pour que les autres communes de la métropole puissent s'appuyer sur le travail que la commune d'Allo fait tout au long de l'année. Donc, par l'adhésion à cette association, cela permettrait à la cuisine centrale de notre commune de bénéficier de ressources supplémentaires telles que des formations pour le personnel sur les meilleures pratiques en matière de nutrition et de gestion des aliments, des événements et des campagnes d'information pour promouvoir les produits locaux de saison et issus de l'agriculture durable. C'est une cotisation annuelle qui s'élèverait à 150 € pour l'année 2026.
je vous propose d'approuver cette adhésion. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions et cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons au volet vie associative. Donc on a pour la mise en œuvre d'un nouveau pôle associatif au Logis Neuf dans l'ancienne caserne des pompiers. En l'absence bien compréhensible de M. Anthony Paget, c'est M. Christian Lartaud qui nous présente le rapport. Merci, Monsieur le maire. Effectivement, le conseil municipal a précédemment approuvé l'acquisition de modulaires auprès du service départemental incendie et de secours de Bouches-du-Rhône, le SDIS, sur le site de l'ancienne caserne des pompiers au Logis Neuf. C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé avec les conseillers de quartier sur savoir qu'est-ce qu'on allait faire de ce site. Et c'est vrai que ça a fait un peu l'unanimité de pouvoir le conserver pour le noyau associatif. L'objectif est de créer un nouveau pôle associatif dans ce secteur et de mettre ces locaux à la disposition des associations pour faciliter leur activité, leur fonctionnement administratif et le stockage de matériel technique sans danger. Afin que la mise à disposition des locaux se déroule dans des conditions optimales, il est proposé de mettre en place un règlement intérieur définissant les règles de fonctionnement, d'utilisation des espaces et de cohabitation entre les associations. Cela vise à assurer un environnement respectueux, sécurisé et convivial pour tous. Ainsi, je vous propose d'approuver le présent règlement intérieur. Merci beaucoup Christian Lartaud. Donc c'est là aussi un nouveau service qu'on va pouvoir proposer, des locaux beaucoup plus fonctionnels que ce qui existait jusqu'à présent pour l'ensemble de nos associations. On est sur un site, donc l'ancienne caserne des pompiers, je pense que tout le monde visualise bien, à proximité du rond-point du Logis Neuf, là où il y a l'école, à proximité du stade du Logis Neuf. On est sur un site de 500 mètres carrés qui sera entièrement mis à disposition de nos associations pour au moins une vingtaine d'entre elles, avec en plus un clubhouse, des terrasses, des salles de réunion. Donc ça viendra là aussi participer à la vie de ce noyau villageois à partir donc au plus tard de la rentrée du mois de septembre. C'est l'objectif que nous nous sommes fixés, donc les déménagements vont avoir lieu durant l'été. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Oui, Madame Robineau. Oui. Oui, à l'occasion, pardon, on n'entend pas. Ça marche? Voilà. Alors, à l'occasion de cette délibération, je souhaite adresser des remerciements sincères et chaleureux à l'ensemble des associations qui contribuent à faire vivre Allo au quotidien. Leur engagement bénévole, leur dynamisme et leur sens du collectif méritent toute notre reconnaissance. Grâce à elles, comme nous l'avons vu la semaine dernière, nos traditions sont préservées, nos jeunes sont accompagnés, nos aînés entourés et nos quartiers animés. Elles sont un pilier du lien social, un relais de proximité et un formidable moteur de générosité. Alors je voudrais saluer bien sûr les dirigeants, les bénévoles et tous ceux qui dans l'ombre donnent de leur temps et de leur énergie pour les autres. Merci pour ce que vous faites, pour ce que vous êtes et pour l'amour que vous portez à notre commune. Et donc je voterai bien sûr pour cette délibération. Merci, c'est noté. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Donc dans la délibération suivante, donc nous mettons à jour la convention type de mise à disposition donc, des biens communaux aux associations. Et c'est à nouveau M. Lartaud qui nous présente ce rapport. Oui. Bon, bien sûr, on profite aussi de saluer le travail de la MVA et de son élu, Anthony Paget. Dans la continuité de la délibération précédente, il est proposé d'actualiser la convention type de mise à disposition en ajoutant dans la liste des biens communaux pouvant être mis à disposition le nouveau pôle associatif du Logis Neuf. Je vous propose d'approuver la nouvelle convention type de mise à disposition de biens communaux aux associations. Merci, Monsieur Lartaud. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons désormais au volet sécurité, volet sur lequel nous sommes toujours très particulièrement investis.
et dans le cadre notamment de la lutte contre les cambriolages, qui font partie des fléaux malheureusement qui concernent notre commune, alors pas seulement la nôtre, mais voilà, nous renforçons encore le service et les dispositifs qui permettent de mieux lutter contre ces phénomènes. Nous obtenons des résultats, même comme on le dit régulièrement, chaque cambriolage consommé est un cambriolage de trop, et on sait qu'on peut compter sur l'engagement de tous les agents de la police municipale. Je laisse le soin à M. Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, de nous faire la présentation de ce rapport. Merci Monsieur le maire, chers collègues. Effectivement, je remercie l'ensemble des policiers municipaux, ASVP, personnel administratif, qui grâce à eux nous garantissent une certaine sécurité sur Allo et dont on a bien besoin. La preuve, je vais vous en raconter. Donc, en 2021, la commune a adhéré au dispositif Voisins Vigilants en sensibilisant la population à la sécurité ainsi que l'entraide entre les habitants d'un même voisinage. Ce dispositif a permis d'améliorer la communication entre les administrés et la police municipale grâce à une plateforme dédiée. Des panneaux de signalisation officiels ont été installés à chaque entrée de la commune pour informer de l'existence du dispositif. Des autocollants ont été distribués aux foyers inscrits pour les informer de leur adhésion à ce dispositif. Et là, c'est important, Monsieur le maire, puisqu'une baisse de 47%, chiffre officiel, des cambriolages ont été enregistrés sur la commune. Il est proposé de renouveler ce dispositif sur une période de 5 ans pour un montant de 29 166,67 € hors taxe. Il est également proposé de solliciter une subvention auprès de la région dans le cadre du dispositif de soutien aux communes dans la lutte contre l'insécurité pour un montant de 14 583,33 €. Merci beaucoup pour ces éléments, Monsieur Minéo. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes et vraiment j'invite tous ceux qui nous écoutent à adhérer à ce dispositif Voisins Vigilants parce qu'il fait la preuve de son efficacité, il permet d'être en relation directe avec la police municipale. Absolument. On a des agents qui sont sur le terrain en permanence, mais c'est en étant tous acteurs de notre propre sécurité, dès qu'on a un doute sur un repérage qui est mené, que ce soit dans un lotissement, près de sa propriété, dans un immeuble, on signale, la police municipale se déplace, elle contrôle les individus et ça permet d'occuper le terrain dans tous les secteurs de la commune et donc avec des chiffres comme vous l'avez rappelé, comme nous les a donné la préfecture de police de baisse des cambriolages, mais comme je l'ai dit, malheureusement il faut tendre vers le zéro fait de délinquance sur la commune, c'est très compliqué à mettre en œuvre, mais on renforcera encore à l'avenir tous les moyens qu'on met à disposition, notamment de nos agents de police. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous restons dans le volet sécurité. Et là, nous allons équiper d'un nouveau dispositif nos agents de police municipale pour toujours plus d'efficacité, plus de transparence, avec l'acquisition, donc dans le cadre de notre plan de sécurité, de caméras piétons. Et là, après avoir demandé une subvention à la région, c'est auprès des services de l'État que nous faisons appel pour nous équiper. Monsieur Minéo. Oui, merci Monsieur le maire. Effectivement, ce dispositif moderne qui est déjà équipé tous nos collègues gendarmes et policiers nationaux et l'ensemble des polices municipales du territoire national seront équipés sur Allo puisque c'est un dispositif très intéressant. Alors, l'intégration de caméras piétons dans le travail de la police municipale est un outil moderne qui peut améliorer les relations avec le public tout en renforçant l'efficacité et la transparence des interventions policières. Il est ainsi proposé l'acquisition de 10 caméras piétons individuelles. Le montant de cette acquisition s'élève à 15 174,50 € hors taxe. Cette acquisition entrant dans le cadre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance mis en place par l'État. Il est proposé de solliciter l'octroi d'une subvention de 50% du montant hors taxe du coût de l'opération, soit une subvention maximale de 7 587,25 €. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, donc nos agents seront prochainement équipés de ces caméras. Ils ne filmeront pas en continu, c'est eux qui décideront effectivement de les déclencher au moment où ils le jugent opportun, soit pour amener des preuves supplémentaires dans le cadre d'une interpellation ou d'un flagrant délit, soit simplement aussi, s'il y a des problèmes de comportement avec des usagers, que ça puisse là aussi servir de preuve si tant est que ce soit nécessaire.
Effectivement, lorsqu'il y a un souci qui se présente à eux, ils informent, donc ils sont dans l'obligation d'informer l'usager ou le contrevenant qu'ils seront filmés, donc ils appuient sur le petit bouton, une lumière rouge apparaît, et là, immédiatement, donc l'usager sait qu'il va être enregistré. Je peux vous dire par expérience, puisqu'on l'a porté personnellement, cela fait chuter de plus des 2/3 les problèmes de relations ou les outrages ou tout ce que peut donc se soucier un policier, qu'il soit national. On a eu l'occasion d'en parler avec notre collègue, le commissaire de Marseille. Il disait que les policiers nationaux aujourd'hui refusaient de sortir sans leur caméra. C'est bien compréhensible. Allez, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, toujours sur le volet sécurité, qui est un dispositif qui permettra de traiter les véhicules épaves ou ventouses dans le domaine privé, avec une convention de partenariat type avec les gestionnaires de copropriété ou les bailleurs sociaux, donc sur le territoire communal d'Allauch. C'est à nouveau M. Patrick Minéo, adjoint à la sécurité, qui nous en fait la présentation. Avec fierté, Monsieur le maire, puisque nous serons dans les rares communes du département, voire de la région, qui auront mis en place un tel dispositif, puisqu'il faut savoir que lorsqu'un véhicule dans le domaine privé doit partir en fourrière, c'est l'obligation du propriétaire ou du bailleur de contacter l'officier de la police nationale, avec tout ce qu'on peut imaginer comme longueur administrative, quoi. Là, aujourd'hui, nous allons être un relais, donc je vais faire lecture, donc, bien sûr, de la délibération. À 1 mois, 1 mois et demi, le véhicule disparaîtra, c'est-à-dire qu'on va enlever le sentiment d'insécurité que l'on pourra avoir dans toutes les copropriétés ou dans les rues privées et soulager notre population et nos administrés en les aidant fortement. Vraiment, c'est une délibération qui nous sommes 2 ou 3 dans le département, c'est le bout du monde. Bon, je fais lecture. Alors, les véhicules abandonnés représentent non seulement une nuisance esthétique, mais aussi un danger pour la sécurité et l'environnement. Afin de renforcer l'efficacité des interventions de la police municipale en la matière, et notamment sur le domaine privé non ouvert à la circulation publique, il est proposé de réaliser un partenariat avec chacun des gestionnaires de copropriété et des bailleurs sociaux de la commune. La présente convention permettra à la police municipale de traiter les véhicules épaves ou ventouses dans le domaine privé et de recouvrer les sommes qu'elle a engagées au titre des opérations d'enlèvement de véhicules effectuées sur le domaine privé. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention type et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer les conventions avec les gestionnaires de copropriétaires et bailleurs sociaux. Merci beaucoup pour ces précisions. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Voilà, donc ça va être un vrai plus. Ça fait un moment qu'on cherchait un cadre légal pour intervenir sur le domaine privé. Autant on peut intervenir partout sur le domaine public, mais il y avait des difficultés donc, pour faire retirer ces véhicules dans certaines copropriétés. Et donc là, avec cette convention, on pourra intervenir beaucoup plus rapidement, hein, sous 2 mois maximum, pour faire retirer tous ces véhicules ventouses, abandonnés, qui déjà occupent des places là où souvent il y en a besoin dans les copropriétés. Et puis ça évite aussi tout un problème de sécurité ou de pollution potentielle. On a recensé déjà. Bien sûr, on en a recensé un certain nombre. Oui, M. Minéo. Oui. On a recensé avec la responsable de la police municipale et les équipes. Déjà, on a fait un travail de fond. On va au-devant, on va au-delà, donc on a demandé, on a quelques voitures à retirer, donc déjà une fois que la convention sera adoptée, on pourra travailler. Et merci à vous. Merci beaucoup, M. Minéo. Donc on va intervenir partout. Alors il y en a ici, hein, à proximité des Gonagues. Il y en a aussi dans le clos du Puisatier, au clos des Moulins, aux terrasses d'Allauch, au Colombier, pour ne citer que ces résidences, donc où la police municipale sera en capacité d'intervenir donc dans les prochaines semaines. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Merci. On passe au volet environnemental, avec donc la deuxième évaluation environnementale qui en base sur les comptes financiers de notre budget vert 2024. Et donc, avant de laisser la parole à M. Jean Tomaselli, je vais donc introduire un peu les enjeux liés à cette évaluation, sachant que c'est donc le deuxième exercice budgétaire où nous procédons ainsi avec une vraie ambition sur le plan donc, de l'écologie. Donc, comme vous le savez, nous portons depuis le début du mandat la volonté de faire d'Allauch une des premières communes éco-responsables de Provence.
Ainsi, depuis 2020, nous avons traduit cet engagement en faveur de l'environnement à travers plusieurs initiatives, que ce soit la mise en place du plan de sobriété énergétique, le plan de rationalisation du patrimoine immobilier et automobile, le contrat de performance énergétique et de rénovation thermique de l'ensemble des bâtiments communaux, le plan de réduction et de valorisation des déchets, le plan de sensibilisation à l'environnement qui est mené notamment dans toutes les écoles de la commune, ou encore le plan de végétalisation, que ce soit dans les noyaux villageois ou dans les cours d'école. Vous savez que ça a déjà été fait, donc notamment à Pied-d'Autry, ça le sera cet été à l'école d'Allo-Centre, et nous déclinerons donc sur l'ensemble des groupes scolaires, comme on en a pris l'engagement ces prochaines années. En plus de ces grands engagements, nous votons chaque année un certain volume de dépenses qui sont directement favorables à l'environnement. Ainsi, à l'occasion de ce deuxième budget vert de l'histoire de la commune, ce sont plus de 2,1 millions d'euros d'investissements verts qui ont été inscrits à notre budget 2025. On a eu l'occasion d'en débattre lors de nos derniers conseils municipaux. Parmi ces investissements, que ceux qui nous regardent en direct peuvent visualiser à l'écran, vous noterez des opérations notables comme la pose des premiers panneaux photovoltaïques sur des bâtiments communaux, que ce soit la salle Robert Olive, n'est-ce pas, cher Christian Lartaud, au niveau du logis neuf, ou encore le gymnase Thomasy, c'est le gymnase qui se trouve à côté du collège Yves Montand, la création d'une ferme maraîchère à l'entrée de la commune, donc sur l'avenue de Provence, ou encore des travaux d'économie d'eau. Ça a été le cas là, ces dernières semaines pour la mise en circuit fermé, notamment de nos fontaines, des travaux sur la piscine municipale, ou encore une plus grande efficacité dans la recherche de fuites sur l'ensemble du réseau et des canalisations publiques. Nous menons donc depuis 5 ans une véritable politique environnementale avec des projets verts qui sont bien identifiés et qui sont donc scientifiquement reconnus à travers cette évaluation. Pour aller plus loin, donc, il nous fallait être en capacité de mesurer leur impact sur l'ensemble des politiques publiques. Il nous a donc semblé nécessaire de procéder à cette évaluation environnementale de l'ensemble de nos dépenses, et ce, depuis les comptes donc 2023, avec 2 années d'avance sur les obligations légales qui sont soumises aux communes. L'idée, c'est pas seulement de réagir, mais c'est d'agir, et nous voulons évaluer, corriger, améliorer l'ensemble de ces dépenses pour que l'évaluation environnementale se fasse dans un souci de transparence et qu'elle nous permette surtout de progresser plus rapidement. En effet, donc, comme je l'ai indiqué, la réglementation oblige désormais toutes les collectivités de plus de 3500 habitants à le mentionner, mais nous avons fait le choix d'aller bien au-delà et nous réalisons cette démarche pour l'ensemble de notre budget. Je précise que la méthodologie que nous avons retenue est la méthodologie la plus aboutie et la plus exigeante, ce qui renforce la vertu de notre démarche. Et je laisse donc M. Thomaselli, notre adjoint aux finances, vous présenter les résultats de cette évaluation, dont le rapport d'une 30aine de pages, donc, qui est à disposition de tous les membres du conseil municipal, s'articule autour des objectifs suivants: comprendre l'impact de nos décisions sur l'environnement, évaluer la cohérence de nos actions avec nos objectifs environnementaux, analyser nos marges de manœuvre pour toujours progresser et suivre l'évolution de l'impact environnemental de nos dépenses, donc d'exercice budgétaire en exercice budgétaire. Je laisse le soin à M. Jean Thomaselli d'aller plus loin dans l'explication. Merci, Monsieur le maire, dont la délibération est en effet accompagnée d'un rapport d'une 30aine de pages qui présente les conclusions de l'étude que nous avons menée sur les dépenses de 2024. Cela représente près de 27 000 lignes comptables qui ont été classées en 6 catégories, allant de défavorable à très favorable selon les critères de classement établis par l'Institut pour le climat. Nous regardons donc ici l'impact de nos dépenses sous l'angle de l'émission de gaz à effet de serre et nous avons réussi à analyser 99,7% de nos dépenses, là où l'annexe environnementale du compte administratif désormais obligatoire porte sur 18,9% des dépenses de la commune. Autrement dit, nous analysons 5 fois plus de dépenses que la loi l'impose, preuve de notre volontarisme. Dans les grandes lignes, vous pouvez constater que la somme des dépenses favorables à l'environnement est pour 2024 de 11,8 millions d'euros, contre 7,9 millions d'euros en 2023. Cette hausse de plus de 50% témoigne d'un effort structurel et non ponctuel. Cela représente plus d'un tiers de nos dépenses qui ont eu un impact favorable. Il s'agit notamment du coût des différents aménagements paysagers, de l'entretien des espaces verts arborés, de la plantation d'arbres et d'arbustes, mais aussi des dépenses relatives aux audits énergétiques, aux contrats de tri-papier, au renouvellement de notre éclairage public, à la mise en œuvre de critères d'éco-responsabilité dans nos marchés publics et à toutes nos dépenses relatives aux opérations de réhabilitation de bâtiments et équipements communaux. Ces dépenses ne relèvent pas seulement de l'environnement, elles participent aussi à la qualité de vie, à la santé publique et à l'attractivité de notre territoire.
Par ailleurs, seulement 4% de nos dépenses ont eu un impact défavorable. Il s'agit essentiellement de dépenses de postes de climatisation dans les écoles, des dépenses de carburant pour les véhicules thermiques pour lesquels nous n'avons pas pour le moment d'alternative, comme les camions frigorifiques ou encore des dépenses de matériel informatique qui sont considérées comme défavorables. Nous assumons donc cette part car elle correspond à des besoins fonctionnels réels, mais notre objectif est de le réduire progressivement. Pour tenir compte de l'analyse de notre évaluation environnementale, vous trouverez aussi en fin de rapport un certain nombre de recommandations qui pourront être mises en œuvre pour les prochains budgets communaux, en ce qui concerne par exemple les énergies renouvelables, les critères de construction ou de réhabilitation, ou bien encore la gestion de déchets. Voilà, j'en ai fini, monsieur le maire, et je vous demande d'approuver le rapport. Merci beaucoup pour cette présentation qui vient prolonger un peu nos débats que nous avons chaque année sur le budget, que ce soit au moment du DOB ou des différents votes. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous en remercie. Nous passons donc toujours sur le volet environnemental à la délibération suivante qui concerne l'approbation de la prorogation de l'aménagement forestier de la forêt communale, donc de la commune, sur la période 2026-2030. Et c'est Madame Isabelle Lévy-Fanucci, notre adjointe à la protection des collines, qui nous présente ce rapport. Merci Monsieur le maire. Je tenais en premier lieu à remercier le service environnement pour tout le travail qui va être fait cet été, pour leur engagement et leur implication dans la surveillance de nos collines, et également remercier tous les autres acteurs qui vont être tout l'été mobilisés pour la surveillance. Donc la forêt communale d'Allot est un espace naturel remarquable que la municipalité, en collaboration avec l'ONF, l'Office national des forêts, s'efforce de préserver depuis de nombreuses années. Un plan d'aménagement forestier approuvé en 1995 pour 15 ans a été réactualisé en 2010 et arrive en échéance fin 2025. Bien que les enjeux de gestion restent inchangés et que les décisions de l'aménagement actuel soient toujours pertinentes, l'ONF propose de proroger le plan d'aménagement pour une durée maximale de 5 ans, de 2026 à 2030. Cela permettra de réaliser un bilan des opérations réalisées, constater l'évolution des espaces forestiers et proposer de nouveaux objectifs et programmes d'action. Cette prorogation conservera la reconnaissance de garantie de gestion durable de la forêt au regard du Code forestier, permettant ainsi de solliciter des aides forestières. Le document de prorogation comprend une programmation de coupes à réaliser durant la période 2026 à 2030, dans l'attente de la prochaine révision du plan d'aménagement. Merci beaucoup Isabelle Lévy pour cette présentation. Est-ce qu'il y a une demande de prise de parole sur le sujet? Sinon, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On passe à la délibération suivante, qui rentre donc dans le cadre de la sensibilisation aux enjeux environnementaux, notamment des plus jeunes allodiens. Et je laisse le soin à Madame Isabelle Lévy-Fanucci de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Par une délibération du mois de décembre 2024, le conseil municipal avait approuvé le déploiement du dispositif Écopousse dans les écoles pour l'année scolaire 2024-2025 afin de sensibiliser les plus jeunes à l'importance de la protection de notre planète. Ce programme a été déployé sur 31 classes allant de la moyenne section au CM2 avec des supports de formation adaptés à chaque niveau sur 3 thèmes préalablement définis en concertation avec le pôle environnement et les services de l'instruction publique, à la découverte des énergies, l'eau, la biodiversité. Ce programme a connu un vif succès auprès des élèves et des enseignants. Il est ainsi proposé de renouveler ce dispositif pour l'année scolaire 2025-2026. L'accompagnement de ces 31 classes à raison de 3 ateliers d'1h à 1h30 selon les classes, ainsi que la fourniture des ressources pédagogiques aux enseignants afin de développer les sujets abordés représente un budget de reste à charge pour la commune de 6 696 € TTC. Ainsi, je vous propose d'approuver le présent avenant et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à le signer. Monsieur le maire, j'aimerais donner la parole à Madame Stéphanie Deconez, ma collègue. Elle complétera ce rapport.
Oui, merci, merci Isabelle. Alors en effet, le programme EcoPousse, pour vous en parler un peu plus dans le détail, est un programme pédagogique pour la transition écologique. L'idée étant de sensibiliser les plus jeunes aux enjeux du changement climatique et de faire d'eux des ambassadeurs en termes d'éco-gestes. C'est une éducation à l'éco-responsabilité. Et on tient sur la commune à ce que nos enfants aient, dès le plus jeune âge, les meilleures habitudes pour le monde de demain. Alors, 31 classes de la commune ont participé à ces ateliers. Au travers de ces ateliers, il y a un concours national qui a été ouvert. Le thème était la préservation de l'eau, comment la préserver, qu'est-ce qu'on doit mettre en place. C'est un concours national. 563 classes France entière ont participé. Et j'ai eu le grand plaisir de remettre le prix des lauréats, des grands gagnants, qui est bien sûr une de nos classes à l'Audienne. C'est la classe de CE2B de l'école du Logis Neuf de Madame Catana qui a gagné ce concours national. Donc, je tenais à le préciser. Voilà, merci. Merci beaucoup et bravo à eux. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Est adopté, je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, délibération à laquelle vous êtes habitués, parce qu'il s'agit d'une nouvelle convention de dépôt de ruches en forêt communale dans le lieu dit la Limace. Donc on est sur les hauteurs du Logis Neuf et c'est Madame Isabelle Lévy-Fanucci qui nous présente ce rapport. Merci Monsieur le maire. Un nouvel apiculteur, Monsieur Éric Garnotel, souhaite installer 20 ruches sur la parcelle communale cadastrée numéro AV0075 dans le secteur du lieu-dit La Limace. Il est proposé d'approuver une convention de dépôt de ruches en forêt communale avec M. Garnotel. Cette concession serait consentie à titre gratuit pour une durée de 3 ans à compter du 1er août 2025. Au total, 670 ruches sont implantées sur le territoire communal. Merci beaucoup, Madame Isabelle Lévy-Fanucci. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Toujours sur le volet de la protection des collines, mais là c'est une subvention en nature avec donc la mise à disposition d'un 4x4 de patrouille au profit d'une de nos 3 sociétés de chasse, à savoir celle de la RIMAD. Et M. Patrick Sabatier intervient là non pas sous sa casquette d'adjoint à l'urbanisme, mais d'adjoint chargé de la chasse. Et il nous fait la présentation de ce rapport. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs, bonjour. Écoutez, je suis particulièrement heureux de vous présenter cette délibération parce que ça concerne une association qui m'est chère, la société de chasse La Rimade, mais aussi les 2 autres sociétés de chasse qui occupent le territoire alaudien, la société L'Alaudienne et Pichori. Donc l'occasion m'est donnée de souligner le gros travail, et le mot est faible, en cette période estivale qu'opèrent les sociétés de chasse dans notre massif. Je pense à l'entretien du massif, de lutte contre l'incendie. Ce sont les premiers intervenants, les premiers observateurs de notre massif en cas de déclenchement d'incendie. Je tiens absolument à souligner aussi leur effort pour garnir les abreuvoirs, pour donner à boire en cette période estivale aux animaux. Et ce 4x4, ce véhicule, leur apportera plus de facilité dans leur intervention. Avant de vous présenter cette délibération, je voulais aussi souligner l'aide apportée par mon collègue Christian Lartaud, qui est adjoint au parc automobile, qui a facilité cette subvention en nature. Donc, cette subvention en nature à l'association La Rimade est un véhicule de type 4x4 dédié à la protection de l'environnement et à la surveillance des incendies. Cette subvention vise à renforcer les capacités d'intervention de l'association et assurer la sécurité et la coopération avec la commune. Ce véhicule, d'une valeur estimée à 4 000 €, n'a plus d'utilité pour la collectivité. L'association devra faire apparaître sur son compte financier la valeur du bien. Elle s'engage à ne pas céder à titre onéreux ce véhicule.
Je vous propose donc d'approuver la subvention en nature accordée à la société de chasse l'Arimade. Voilà, monsieur le maire. Merci beaucoup pour ces éléments. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Bon, c'est une première à l'échelle de la commune d'Allot. C'est vrai qu'en tant que conseiller départemental, je mets un point d'honneur à chaque fois que c'est possible à mettre à disposition de nos associations des véhicules qu'on appelle réformés. C'est des véhicules plutôt anciens, mais qui sont encore en bon état, révisés, etc. Et on les met à disposition des associations de la commune ou des associations du canton. Là, ça fait un moment, effectivement, que notre société de chasse attendait un véhicule 4x4. Jusqu'à présent, via le département, j'ai surtout pu avoir des véhicules utilitaires dont ont pu bénéficier le groupe Saint-Éloi du Logis Neuf, la société de chasse de Pichoris. Mais là, il nous fallait trouver une solution parce qu'ils attendaient depuis un moment. On a renouvelé la flotte automobile donc, du CCFF et donc nous allons pouvoir leur mettre à disposition ce véhicule qui a 25 ans mais qui est encore en très bon état et qui donc leur servira pour leurs actions telles qu'elles ont été rappelées par monsieur Sabatier à l'instant. Et ils sont eux aussi des acteurs pour protéger nos massifs, notamment en période estivale, donc on peut les en remercier. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie pour eux. Et donc la délibération suivante, on est encore sur le volet de l'exercice du droit de chasse sur le territoire forestier de la commune. C'est M. Sabatier qui nous présente le rapport. Donc il s'agit de renouveler, vous avez l'habitude, tous les 3 ans, par convention, l'autorisation de l'exercice du droit de chasse sur un périmètre délimité du territoire forestier communal. Alors, c'est au profit de la société de chasse L'Allodienne. La convention serait signée pour 3 ans à compter du 7 octobre 2025 pour une superficie de 802 hectares, un peu plus de 802 hectares. La société de chasse L'Arimade dans les mêmes conditions et elle pour une superficie de 924 hectares. Merci beaucoup pour ces précisions. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons désormais au volet culture. Nous avons vécu déjà des très belles soirées d'été avec les spectacles qui se déroulent notamment au Théâtre de Nature. C'était le cas quand on a reçu l'humoriste Mathieu Madénian qui a affiché complet au Théâtre de Nature dans le cadre de la date humour là, traditionnelle qui rentre dans les festivités de la Saint-Jean. Hier soir, c'était le groupe Bande à part. J'ai cru comprendre que les fêtes avaient été prolongées jusqu'à minuit ou au-delà même sur le Théâtre de Nature et que ça a été un franc succès. Il y a encore pas mal de dates là à venir. Je laisse le soin à Madame Jacqueline Fabre, élue à la culture, de nous en faire la présentation. Vous voulez que je parle des estivales ou j'attaque directement là? Bon, comme tu le souhaites. Non, voilà, donc je vais simplement profiter de ce conseil municipal de fin d'année donc pour remercier moi aussi les équipes de la culture qui sont des gens compétents, pleins d'énergie, motivés et avec lesquels j'ai beaucoup de plaisir à travailler. Oui, donc les estivales vont se poursuivre dès la semaine prochaine avec une soirée à la Bastide de Fontvieille, avec la soirée du collectif. Et ensuite, le lendemain, Bertignac, au Théâtre de Nature, il reste encore des places. Vous pouvez d'ores et déjà vous précipiter à la Maison du Tourisme ou le faire en ligne. Ensuite, nous aurons le prénom le 18 juillet, toujours la Bastide de Fontvieille. Puis ensuite, le 25, la soirée jazz, dont je vais vous parler dans 2 minutes, Jazz des 5 continents, tournée métropolitaine, Laurent de Wilde. Et ensuite, un petit peu plus tard, dans un autre cadre, notre amie Ziz du Panier, Ziz d'Allot plutôt, avec un spectacle qui aura lieu le 5 août également au Théâtre de Nature. Donc, dans les estivales, nous allons procéder à la signature d'une convention d'accueil à la manifestation entre l'association du Festival international de jazz de Marseille des 5 continents et la commune d'Allot. Je précise que ça fait déjà quelques années qu'on est en partenariat avec cette association donc, du jazz 5 continents. Et donc, dans le cadre de la tournée métropolitaine, nous allons approuver la signature d'une convention d'accueil de manifestation entre la ville d'Allot et l'association Festival international de jazz Marseille 5 continents. L'objectif est d'organiser un concert de jazz exceptionnel avec Laurent de Wilde, qui est un pianiste qui sera en trio, dans le cadre du Festival international de jazz de Marseille des 5 continents 2025, donc tournée métropolitaine. Ce concert aura lieu le 25 juillet 2025 dans les jardins de la Bastide de Fontvieille et c'est un concert gratuit. Je vous propose d'approuver cette convention. Merci beaucoup Jacqueline Fabre. Effectivement, nous avons obtenu de la métropole qu'elle nous
mettre à disposition cette date qui sera entièrement gratuite pour les Alaudiens. Donc n'hésitez pas à en profiter le 25 juillet prochain dans les jardins de la Bastide de Fontvieille. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On anticipe déjà les journées du patrimoine qui auront lieu donc au mois de septembre avec la signature d'une convention pour un concert qui aura lieu donc en l'église Saint-Sébastien, donc au cœur du village d'Allot. Madame Fabre nous en fait aussi la présentation. Oui, je suis très heureuse de ce partenariat avec le Café Zimmermann. Il s'agit d'une convention de partenariat avec l'association Les Lumières afin d'organiser un concert de l'ensemble Café Zimmermann dans l'église de Saint-Sébastien à l'occasion des Journées du patrimoine 2025. Cette année, le thème de l'année, c'est patrimoine architectural. Donc l'église Saint-Sébastien est tout indiqué. Café Zimmermann est un ensemble de musique baroque réputé en France et en Europe. Son nom fait référence à un célèbre établissement du XVIIIe siècle à Leipzig, qui s'appelle, et donc à l'époque c'était de Gottfried Zimmermann. L'ensemble s'attache à faire revivre l'émulation artistique de cette époque. La convention définit les modalités d'organisation avec la mise à disposition gratuite de l'église de Saint-Sébastien pour le concert du 21 septembre à 17h. Ce concert s'appelle Handel, le temps retrouvé, donc on est au cœur du baroque, et ce concert sera libre d'accès et gratuit. Ainsi, je vous propose d'approuver cette convention. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je la soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nouvelle convention dans la délibération suivante avec l'école de Condé de Marseille, qui est une école réputée, pour une exposition qui aura lieu là à l'usine électrique donc au mois d'octobre prochain. Et donc je laisse le soin là aussi à Madame l'élu à la culture de nous en faire la présentation. Merci Monsieur le maire. Oui, donc il s'agit d'organiser une exposition d'art en partenariat avec l'école de Condé de Marseille qui se trouve à la Joliette, mettant en avant les travaux d'étudiants en illustration et bande dessinée. Cette exposition intitulée Post-it Gang se tiendra à l'église, à la galerie de l'usine électrique du 4 au 11 octobre 2025. Donc c'est pendant une semaine. Elle permettra donc à 7 étudiants de valider leur première année de master tout en offrant aux habitants d'Allot la possibilité de découvrir les différentes étapes de création d'une planche de dessin et l'univers de ces artistes prometteurs. C'est une belle initiative qu'ils ont prise, ces étudiants. C'est une initiative très amicale au départ que cette proposition de cette exposition. L'exposition est proposée gratuitement à la ville d'Allot. Je vous propose donc d'approuver ce partenariat. Merci beaucoup pour cette présentation. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne le recours à des collaborateurs occasionnels du service public. On met à jour une délibération et je laisse le soin à Madame Joëlle Mizrahi, première adjointe chargée notamment des ressources humaines, nous faire la présentation de ce rapport. Merci Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, bonjour. Un collaborateur bénévole est un particulier qui apporte une contribution effective à un service public dans un but d'intérêt général de façon temporaire et gratuite, sans lien de subordination avec la collectivité. Les bénévoles interviendront selon un planning établi par la bibliothèque municipale située dans le pôle culturel de l'usine électrique à Allot. Ils assureront des activités confiées par des professionnels de la bibliothèque et sous leur contrôle, que ce soit dans les locaux ou lors de manifestations extérieures. Une convention d'accueil type est proposée, prévoyant les modalités d'intervention de ces collaborateurs occasionnels et bénévoles. Je vous propose donc d'approuver cette convention. Merci beaucoup. Donc on remercie ces bénévoles de nous faire une offre de service pour intervenir comme ça régulièrement dans la toute nouvelle bibliothèque municipale qui se trouve donc dans le nouveau pôle culturel de l'usine électrique. Et donc ça vient renforcer le travail qui est mené par les agents municipaux au service de tous les publics et notamment les plus jeunes. Je rappelle que l'accès à cette bibliothèque est entièrement gratuit pour l'ensemble des Allodiens. Et il faut savoir qu'on a dépassé là le cap symbolique des 100 000 visiteurs sur le pôle culturel depuis le 19 octobre dernier. Donc c'est un succès de fréquentation qui dépasse même nos prévisions les plus optimistes, donc on ne peut que s'en réjouir. S'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet, si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, à savoir le volet sport,
avec des attributions, donc comme on en a l'habitude, à nos associations sportives à cette période de l'année, de manière à ce qu'elles puissent anticiper leur prochaine rentrée, donc à partir bien souvent de la fin du mois d'août ou du début du mois de septembre. C'est Madame Émilie Partouche, notre élue au sport, qui nous en fait la présentation. Oui, bonjour Monsieur le maire, bonjour à tous. Effectivement, nous fonctionnons en année scolaire calée sur les saisons sportives. Donc depuis l'exercice 2025, le conseil municipal a déjà voté plusieurs subventions pour les associations qui œuvrent pour la commune. Le calendrier de demande des clubs de sport, donc effectivement, est décalé. Donc il est donc proposé une attribution des subventions des clubs pour un montant de 39 150 € suivant le tableau annexé. Cela concerne 20 associations sportives. Donc effectivement, nous faisons des demandes, nous proposons aux associations de faire des demandes de subventions chaque année pour les aider dans leur fonctionnement toute l'année, mais aussi sur leurs déplacements en compétition, sur les financements de matériel, sur des formations d'arbitrage, etc., etc. Tout ce qui fait vivre une association et qui permet à une association sportive de se développer et de recevoir les sportifs dans de bonnes conditions. Merci beaucoup, effectivement, pour ça. Donc ça concerne, comme vous disiez à l'instant, donc 20 associations. On peut citer le handball, le basket club, le taekwondo, la GGA, les échecs, le judo et bien d'autres. Vous avez la liste complète dans le dossier qui est annexé donc à cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. On passe au volet suivant pour une commune qu'on souhaite la plus inclusive possible avec le handicap. Et je vais laisser le soin à Madame Corinne de Ranieri nous présenter la délibération suivante qui concerne la mise en accessibilité des bâtiments recevant du public sur le territoire communal. Merci Monsieur le maire. Donc la municipalité s'engage dans la mise en accessibilité de ses équipements publics pour favoriser l'inclusion et l'égalité des droits des personnes en situation de handicap. Un agenda d'accessibilité programmé a été élaboré pour mettre en conformité l'ensemble des établissements ouverts au public. Par une délibération du 26 septembre 2024, la commune a adopté le projet de mise en accessibilité et a approuvé une convention de mandat de maîtrise d'ouvrage avec la Société locale d'équipement et d'aménagement de l'aire métropolitaine. L'estimation financière initiale était de 3 244 550 € hors taxes. Un avenant numéro 1 à cette convention est proposé pour ajuster l'estimation financière de l'opération qui est portée à 3 611 908 € hors taxes, soit 4 334 289 060 centimes TTC. Cela représente une augmentation de 367 358 € hors taxes par rapport à l'estimation précédente consacrée à l'accessibilité. Merci beaucoup, ça nous permet concrètement donc de renforcer les moyens alloués à ces questions de mise en accessibilité. On sait à quel point c'est nécessaire, surtout dans notre commune, qui a une longue histoire, mais qui n'avait pas été pensée effectivement pour ces déambulations, pour tous ceux qui peuvent en avoir besoin à tous les âges de la vie. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. On passe au volet suivant, celui de la revitalisation du village, avec le projet de création d'un espace de stationnement à l'entrée du centre historique d'Allot, avec une autorisation de principe relative à l'acquisition de parcelles. Et je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Bon, je voulais souligner quand même que pour en arriver à cette autorisation de principe, chers collègues, il a fallu un gros travail mené par la direction générale, plus particulièrement M. Stella et M. Filosa. Gros travail de négociation pour aboutir en l'état à cette autorisation de principe. Il est proposé d'acquérir une partie d'un terrain appartenant à EDF, occupé par la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale du personnel des industries électriques et gazières, plus couramment appelé CMCAS, afin de créer un parking public. Ce parking répondra aux besoins des nouveaux équipements municipaux, notamment le pôle culturel et le futur musée Marcel Pagnol prévu pour 2028.
mais aussi renforcer l'accessibilité du centre historique d'Allaux. Un accord de principe donc a été écrit et a été donné par EDF et la CMCAS pour la cession des parcelles visées. Les documents nécessaires pour la vente à la commune sont en cours de réalisation. Je vous propose donc d'approuver ce principe d'acquisition de ces parcelles. Merci beaucoup, Patrick Sabatier. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention sur le sujet? Madame Robineau. Monsieur le maire, mes chers collègues, la délibération qui nous est soumise aujourd'hui concernant l'acquisition d'un terrain en vue de réaliser un parking pour accompagner la revitalisation du centre ancien va, bien sûr, dans le bon sens. Je ne peux que m'en réjouir, car cette solution, nous l'avions proposée dès 2020 dans notre programme de campagne. À l'époque, vous l'aviez qualifié de farfelu au motif que le terrain n'appartenait pas à la commune. 5 ans plus tard, vous vous y ralliez. Permettez-moi donc de vous féliciter pour votre manque d'imagination et pour votre capacité à reprendre à votre compte les idées que vous aviez auparavant rejetées. Car c'est bien là le fil conducteur de votre mandat. Capitaliser sur des projets que vous n'avez ni initiés, ni pensés, ni financés. Vous avez inauguré la nouvelle cuisine centrale, projet lancé, conçu et financé par votre prédécesseur. La nouvelle caserne des pompiers, projet lancé, conçu et financé par votre prédécesseur. Vous êtes mal au courant de vos dossiers. Le dossier des pompiers a été financé, chère madame. Non, on ne peut pas vous laisser dire n'importe quoi une fois de plus. Vous ne maîtrisez pas vos dossiers. Bon, c'est une constante. Et c'est toujours intéressant. Non, mais quand vous dites, quand vous dites factuellement des erreurs, non, c'est moi qui suis le maître de l'organisation de la séance. Si j'estime que vous devez m'écouter, vous le faites. Donc je vais vous expliquer, parce qu'il est toujours aussi agréable. Il est toujours aussi agréable de vous entendre. Oui, la difficulté, c'est que je ne peux pas laisser dire des mensonges. Je vous rappelle que vous avez été mis en examen récemment pour des faits de diffamation et de mensonges à l'égard de ce conseil municipal. Donc je vous demande de ne pas réitérer. Il y a la vérité des faits, dont vous aurez à répondre bientôt devant un juge. Donc si vous pouviez éviter d'aggraver votre cas et votre dossier, je vous invite à faire preuve de responsabilité. Vous parlez de la cuisine centrale, c'est un fait. Nous l'avions inauguré, si je ne me trompe pas, au mois d'août 2020. Vous terminerez après, une fois que je me serai exprimé. C'est moi qui décide, donc vous m'écoutez et je vous redonnerai la parole ensuite, parce que malheureusement, vous dites des choses qui sont factuellement fausses. Absolument pas. Donc, je vous dis la cuisine centrale. Sur la plaque inaugurale que nous avions inaugurée en 2020, nous avons bien mentionné M. Roland Povinelli, qui avait porté effectivement intégralement ce projet. Nous avons été élus, je le rappelle, en juin 2020. Nous l'avons inauguré 2 mois plus tard. Et je tenais à rendre l'hommage à qui revenait de droit. Donc c'était à M. Povinelli et son équipe. Et naturellement, sur la plaque inaugurale, il était marqué que le projet avait été porté par M. Povinelli. Sur la caserne, c'est un projet qui était dans l'air du temps depuis longtemps, parce que la caserne des pompiers du Logis Neuf était provisoire depuis l'an 2000, je vous rappelle, madame. Oui, bien voilà. sûr, et ce terrain, il a été donné aux pompiers sous notre mandature, il a été financé sous notre mandature, donc vous ne pouvez pas dire des choses qui sont factuellement fausses. Richard Réouzan, qui était le conseiller départemental à l'époque, qui était là au moment de l'inauguration, l'a reconnu lui-même, et d'ailleurs je lui ai rendu hommage à ce moment-là, comme j'ai rendu hommage à M. Povinelli, qui avait effectivement eu l'idée d'une nouvelle caserne qui était absolument nécessaire, mais c'est nous qui avons mis en œuvre le projet. Donc on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. De la même manière, vous allez dire que le pôle culturel, vous allez dire, etc. Oui, c'est bien d'en parler, c'est mieux de le faire. Voilà. Je dis, il y a des grands projets qui ont été effectivement établis sous la responsabilité de M. Povinelli. À chaque fois que c'est nécessaire, on lui rend l'hommage qui convient. Après, on a fait, nous, ici, l'équipe de la majorité, et bien souvent avec le soutien d'une partie de l'opposition. Pas vous-même, et j'en tire une certaine fierté, parce que vous dites des erreurs plus grosses les unes que les autres. On a plus fait, nous, en 5 ans, que vous, durant tout votre parcours politique de plus de 30 ans. Donc vous devriez plutôt nous féliciter, plutôt que d'être toujours dans la parole et dans le verbe plutôt acerbe, plutôt et d'être dans une logique constructive. Je vous rappelle
J'y faisais référence à l'introduction de ce conseil municipal. Lors du conseil municipal d'installation, je vous remettrai à disposition les images. Vous aviez dit je serai dans une opposition constructive. Là aussi, c'était un mensonge de plus, parce qu'on voit bien dans quelle logique vous êtes. Après, comme je suis un bon démocrate, je n'en ai pas l'obligation, mais je vous redonne quand même volontiers la parole, parce que ça permettra à tous ceux qui nous écoutent de se faire un jugement sur la nature et la vision que vous avez d'un mandat public dont j'estime que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors, Donc je vous laisse la parole, Madame Robineau. Déjà, je réponds, vous devez me redonner la parole, non pas parce que vous êtes un bon démocrate, mais parce que c'est le règlement intérieur. C'est le jeu de la vie de démocratie locale. Il faut savoir entendre des choses qui sont désagréables, mais quand elles sont fausses, je suis obligé d'intervenir. Non, elles ne sont pas fausses et je le maintiens. Donc, vous revenez à chaque fois sur l'histoire de la mise en examen parce que, quelque part, vous essayez de bâillonner l'opposition. Sachez... Que non, vous vous exprimez, Madame Robineau, malgré les hérésies que vous pouvez raconter à longueur de conseil municipal. Mais je vous écoute. Sachez une chose, c'est que vous me coupez le micro à chaque fois, que vous m'interrompez. Preuve en est, vous pouvez parler. Oui, mais maintenant, alors que vous m'avez obligé de m'arrêter, vous avez pris la parole alors que j'étais en train de faire une déclaration. C'est mon droit, en tant que responsable de la séance. C'est votre droit, mais vous le faites à chaque fois. Non, c'est pas vrai. Donc, la plainte en diffamation que vous avez, je voudrais y revenir pour que tout le monde l'entende. Cette plainte en diffamation a été faite justement parce que depuis le début de mandat, comme vous venez de le faire, vous brandissez ce drapeau. Attention, la diffamation. Il n'y a aucune diffamation dans mes propos. Et pourquoi avez-vous été mis en examen alors, Madame Robineau? Expliquez-moi. Mais Monsieur le maire, arrêtez. Vous le savez que c'est d'office. Dès qu'il y a une plainte en diffamation avec constitution de partie civile, la plainte est faite pour que, quelque part, la personne soit mise en examen. Mais cette mise en examen, vous n'êtes pas juge, je pense. Donc, laissez faire la justice. Et cela va me permettre également de pouvoir dénoncer certains faits, parce que je tiens à préciser que cette mise en examen concernant le bilan de mi-mandat porte que sur 2 points que je ne citerai pas ce soir, mais que je ferai prochainement. Ces 2 points qui, quelque part, ont été... J'ai les offres de preuves et je vais pouvoir le justifier auprès de la justice. Quand vous parlez de ma déclaration au mois de juillet 2020, où je faisais que j'allais être une opposante constructive, c'est ce que je fais. Puisque je vote toutes les délibérations. Faux, là aussi. Preuve en est avec votre intervention, malheureusement. C'est ce que je fais quand les délibérations correspondent à l'intérêt général et que vous ne ponctionnez pas d'argent dans les poches des contribuables pour des projets pharaoniques. Là, je suis dans mon rôle d'opposante. Parce que quand les Allodiens m'ont élu, c'est pour les défendre. Donc je continuerai jusqu'à la fin de mon mandat à défendre les Allodiens, que ça vous plaise ou pas. Et je continue donc ma déclaration. Comme je vous disais, je pense qu'on a plus fait pour les Allodiens en 5 ans que vous en 30 ans, sachant qu'au-delà de ça, on le sait, que vous ne résidez même pas sur la commune, donc je pense que je ne vois pas en quoi vous pouvez parler au nom des Allodiens. Mais vous pouvez continuer. Écoutez, monsieur le maire, je suis heureuse de voir votre première adjointe ici aujourd'hui. Quand vous parlez de ne pas vivre sur la commune, vous devriez demander à votre première adjointe où elle habite. Moi, vous savez, ma première adjointe, elle a fait bien plus pour Allo que vous en 30 ans. Donc moi, si j'étais vous, je serais un peu plus humble. Je ferais preuve d'une part d'humilité. Je suis peut-être humble, mais quand vous dites certaines choses, en sachant également que je ne perçois pas d'indemnité. Allez, revenez à cette délibération, s'il vous plaît. Je vous invite à parler de cette délibération qui vous concerne, parce que manifestement, vous aviez des choses à dire. Alors, on vous écoute. Donc, je pourrais continuer la liste de vos inaugurations qui relèvent davantage d'un recyclage politique que d'une vision d'avenir. En réalité, vous n'avez fait qu'achever des projets dont la paternité revient à d'autres. Vous me direz que vous avez lancé la construction d'une école aux embus. Ce projet figurait déjà parmi les priorités de l'ancienne équipe, de moi-même et même de M. Gonzalez. Votre bilan, en dehors d'une communication savamment orchestrée, est bien mince. Vos effets d'annonce ne remplacent ni les actes, ni l'innovation, ni la constance dans l'intérêt général. Il serait temps, par simple honnêteté intellectuelle, de rendre à César ce qui appartient à César
en l'occurrence à votre prédécesseur. Je vous remercie de m'avoir écouté et je voterai bien sûr pour cette délibération. Vous entendre parler d'honnêteté intellectuelle, oui. Il vaut mieux en sourire ce matin. Hein. On va dire que voilà, l'esprit de l'été est là, on ne va pas s'arc-bouter sur les propos qui ont été tenus, ils ne méritent pas plus de considération. Juste rappeler, parce que vous accordez la paternité de la délibération qu'on vous soumet. Ça n'a rien à voir avec ce que vous proposiez en 2020. En 2020, vous ne saviez même pas que le terrain appartenait pas à la commune. Je me souviens très bien du document de campagne qui était le vôtre. Il valait mieux en rire à ce moment-là. Il a fallu 5 ans à l'équipe municipale de discussion, d'échange. Et d'ailleurs, je remercie les équipes du MCAS pour leur sens des responsabilités. Ils ont bien compris l'intérêt public qu'avait la commune à pouvoir racheter à terme une partie du terrain, parce que naturellement la plus grande partie du terrain restera au bénéfice du CMCAS, c'est leur droit le plus absolu. L'idée c'est uniquement de nous rétrocéder une partie qui nous permettra d'aménager un parking public dont l'entrée pourra se faire depuis le rond-point Saint-Roch pour les véhicules. Et donc, après, on sortira en tant que piéton sur l'avenue du Général de Gaulle. Donc, on aura le pôle culturel juste en face. Ou alors, le centre historique d'Allot, donc notre village, à quelques centaines de mètres, il sera désormais accessible à pied. Et c'est une bonne chose pour l'ensemble du village, qui en a besoin, pour tous les riverains qui vivent au quotidien dans le village, mais aussi pour tous les commerces de proximité à qui on pense naturellement et qui souffrent souvent de ce manque de places de stationnement disponibles. Donc là, c'est un projet concret et bien loin de ce que vous aviez imaginé en 2020, qui était juste irréaliste et irréalisable. Donc là, nous sommes dans le concret et nous mettons en œuvre ce projet dans les années qui viennent, en lien étroit naturellement avec le CMCAS, dont nous saluons encore ce travail collaboratif particulièrement important. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? La délibération est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous passons au volet suivant, celui de l'aménagement urbain et de la préservation de notre cadre de vie, avec donc une demande à la métropole d'instaurer un nouveau droit sur l'appréhension urbaine renforcée dans les centres anciens de la commune. On va vous en expliquer les enjeux. Et là aussi, c'est M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Il s'agit d'une demande de la commune à la métropole Aix-Marseille-Provence afin d'instaurer un DPUR, un droit de préemption urbain renforcé, sur certains périmètres de la commune, plus particulièrement les noyaux villageois. Le DPUR permet d'étendre le champ d'application du droit de préemption urbain simple en incluant davantage de biens immobiliers. Effectivement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas préempter tous les biens que l'on souhaitait acquérir. C'est-à-dire, nous n'avons pas en l'état, avec ce droit de préemption simple, le droit de préempter parmi les copropriétés. Donc, si on veut avoir une mainmise, si on veut opérer de la rénovation sur les centres urbains, qui en a, certains immeubles en ont grandement besoin, si on veut produire du logement rénové, il faut qu'on monte un degré de plus dans ce droit de préemption urbain. Le DPUR vise à poursuivre plusieurs objectifs sur des secteurs à fort enjeu de revitalisation des centres anciens, faciliter les préemptions notamment dans les petites copropriétés fragilisées et maintenir les logements sociaux existants dans certaines copropriétés. Les périmètres proposés par le DPUR sont le village, la Punch et le logis neuf. Je vous propose d'approuver la demande à la métropole afin d'instituer un DPUR sur les périmètres proposés. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. S'il n'y a pas de demande de prise de parole. Oui, Monsieur Gonzalez. Oui, simplement une question assez courte. Est-ce que cela ne va pas à l'encontre du droit de préemption de la préfecture pour les communes carencées ? Non, pas du tout. Ça vient en complément du droit de préemption que nous avons également en lien, effectivement, à la préfecture, puisque nous sommes une commune carencée. C'est la préfecture qui a le droit de préempter, mais c'est nous qui donnons un avis. Donc, ce DPUR renforcé, moi, je le vois comme un outil supplémentaire pour rénover les centres anciens et avoir le choix des locataires qui vont intégrer ces bâtiments.
C'est un outil qui sera très utile à la commune et aussi pour reprendre un cas très concret, on a un bailleur social qui souhaite se désengager sur une résidence, le Clos du Puisatier, pour ne pas les citer. Et grâce à ce DPUR, on pourra préempter les logements si tant est que le bailleur veuille les vendre pour conserver déjà les locataires et qu'ils aient un droit effectivement à rester vivre chez eux naturellement et dans les conditions d'un bailleur social. Donc très concrètement, ça permet de renforcer en la matière notre pouvoir d'action avec tous les services concernés, que ce soit ceux de la métropole ou de l'État. S'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante, qui concerne là la restauration et la conservation de notre patrimoine, avec la restauration du dôme de l'église Saint-Laurent de la Bourdonnière, avec une demande de subvention que nous faisons auprès du département des Bouches-du-Rhône. Et c'est Marie-Claude Allary, non, c'est pas Marie-Claude Allary, c'est Marie-Claude Allary qui est l'élu occulte, mais là pour le coup c'est monsieur Christian Lartaud, l'adjoint au service technique, qui suit effectivement les interventions qui vont être faites sur cet élément remarquable de notre patrimoine du côté du logis neuf. Là, c'est mieux. Merci, monsieur le maire. Oui, bien sûr, c'est en collaboration avec Marie-Claude qui est en charge des cultes. L'église Saint-Laurent de la Bourdonnière, construite en 1625 pour remplacer une ancienne chapelle, présente des dommages au niveau de son dôme octogonal. Plusieurs études ont confirmé la nécessité de restaurer ce dôme. Donc, c'est nos services grands travaux qui s'occupent de ce dossier. Contrairement à ce qui est indiqué dans la présente délibération, le coût estimé des travaux de restauration du dôme s'élève à 220 000 € hors taxes. Allô? Ah, ça y est. Bon. Ces travaux, il m'en faut 2 de micro. Ces travaux étant éligibles à l'aide à la conservation et à la restauration du patrimoine du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, il est proposé de solliciter une subvention de 50% du montant hors taxe des travaux, soit une subvention maximum de 110 000 €. Merci beaucoup. Donc on a déjà vu quelques, j'allais dire trapézistes, intervenir pour évaluer effectivement le montant de ces travaux. Ils seront menés donc dans les meilleurs délais, de manière à ce qu'on puisse restaurer, sécuriser et restaurer, et si possible embellir effectivement le dôme de l'église Saint-Laurent de la Bourdonnière auquel nous sommes tant attachés. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Les délibérations suivantes concernent la valorisation de notre patrimoine communal avec la vente d'une propriété chemin de la Ribassière. C'était un bien 100 mètres que nous avons récupéré donc, dans le patrimoine communal en 2023. Et c'est M. Sabatier, l'adjoint à l'urbanisme, qui nous en fait la présentation. Oui, alors la commune a dans son domaine privé une parcelle cadastrée section ET numéro 33 d'une superficie de 2212 mètres carrés. Comme l'a dit monsieur le maire, il s'agit d'une parcelle que nous avions héritée d'un bien 100 mètres, de la procédure d'une bien 100 mètres plus exactement. Alors elle est située chemin de la Ribassière. Cette parcelle classée en zone UM1 du PLUI, où les constructions d'habitation ne sont pas autorisées, a été estimée par la Direction générale des finances publiques. Service des domaines, plus exactement, Madame Dejamin Roxane, propriétaire de la parcelle mitoyenne cadastrée ET32, a sollicité l'acquisition de la parcelle 33 afin d'y réaliser un jardin d'agrément. Un plan des divisions foncières a été dressé, divisant la parcelle 33 en 2 lots. Le lot A d'une superficie de 2125 mètres carrés et le lot B de 87 mètres carrés. Madame Dejamin et Monsieur Méron ont donné leur accord pour acquérir le lot A au prix de 277 312 €.
L'offre de Mme Dejamin et M. Méron étant conforme à cette estimation, la commune propose de céder le lot à ce prix. Je tiens à préciser, pour finir, qu'il s'agit de 2 riverains immédiats de ce terrain. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur le sujet? Si ce n'est pas le cas, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Nous passons donc au lot B. Donc on est sur le même terrain. Je pense qu'à l'écran, vous pouvez visualiser le terrain dont il s'agit. Et donc là, c'est pour désenclaver une propriété attenante. Je laisse le soin à M. Patrick Sabatier d'en faire la présentation. Oui, il s'agit tout simplement de la continuité. M. D'Ambrosio Christophe, propriétaire d'une parcelle mitoyenne, a sollicité l'acquisition afin de désenclaver une autre parcelle qui se situe en arrière de sa propriété. La commune a proposé à M. D'Ambrosio l'acquisition de ce lot au prix de 12 615 €. Je vous rappelle, la surface 87 mètres carrés. Conformément à l'estimation des domaines, M. D'Ambrosio a accepté d'acquérir ce lot au prix de 11 354 €. Cette offre est conforme à l'estimation avec une marge d'appréciation de 10%. L'offre de M. D'Ambrosio étant conforme à cette estimation, la commune propose de céder le lot B à ce prix. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. Oui, Monsieur Gonzalez. Une simple question. Est-ce qu'au sujet de ces 2 délibérations se trouve sur des terrains constructibles? Je n'ai pas bien épluché le dossier. Alors, il s'agit de terrains classés en zone UM. Sur ces terrains, on peut construire simplement des annexes aux habitations existantes. C'est-à-dire, on peut construire un abri-piscine si, et la seule condition, si l'emprise au sol, voilà, je cherchais le mot, l'emprise au sol est suffisante et il reste encore de la surface au sol pour pouvoir construire une éventuelle annexe. Voilà, donc pas de logement. Pas de logement supplémentaire. Mais c'est uniquement une piscine ou un petit aménagement annexe que les propriétaires qui ont déjà les parcelles attenantes pourraient aménager sur ces terrains. Ça ne donne pas de droit à bâtir en tant que tel. Et là, donc, c'est pour désenclaver effectivement un terrain. Donc, les deux riverains se sont mis d'accord, et donc c'est pour ça qu'on procède à cette vente, qui vont faire rentrer donc de l'argent dans les caisses de la commune, parce que c'est un bien qu'on avait récupéré à 0 €, bien 100 mètres. Vous connaissez la procédure, et donc il s'agissait de valoriser ces terrains et d'en faire profiter les riverains directs, qui sont naturellement des habitants d'Allot. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous valorisons toujours le patrimoine communal avec la vente d'une propriété qui se trouve, elle, avenue Marcel Julien, donc au logis 9 à Allot, et c'est à nouveau M. Patrick Sabatier qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. La commune a acquis en 2019 une propriété bâtie sur la parcelle cadastrée DD 222, située boulevard Marcel Julien, grévée d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un parking public. Par délibération du 10 avril 2025, la commune a approuvé la mise en vente de cette propriété. Elle comprend une partie bâtie de 140 mètres carrés à usage d'habitation et de garage, non occupé, sur un terrain de 592 mètres carrés. Un projet de division foncière a été réalisé, créant un lot A de 360 mètres carrés avec la partie bâtie et un lot B de 232 mètres carrés pour un parking public. La commune a retenu l'offre la plus élevée de Mme Manon Morel pour le lot A au prix de 315 000 €, soit 305 000 € net vendeur pour la réalisation et l'exploitation d'une clinique vétérinaire. Le lot B sera conservé par la commune conformément à l'ER pour un parking public. Je vous propose d'approuver cette cession. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. Je pense qu'à l'écran, on voit l'image de cette propriété. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur ce sujet? Si ce n'est pas le cas, je le soumets à vos votes. Là aussi, la commune avait été mise en demeure d'acquérir cette propriété en 2019.
parce qu'il y avait donc un emplacement réservé pour y faire un parking. Elle avait racheté ce bien à 255 000 €. Donc là, ça permet de le valoriser dans les finances communales avec une vente à 315 000 €. Donc ça fait rentrer effectivement de l'argent dans le budget communal. Et puis ça nous évite aussi d'entretenir des propriétés, que ce soit le bâti ou non bâti, c'est des coûts fixes d'entretien. Là, ça permet effectivement de le valoriser tout en conservant une emprise pour un petit parti public, ce que le logis neuf aura aussi besoin. Allez, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Là, ce coup-ci, nous acceptons un legs dans la délibération suivante qui porte sur un bien immobilier qui se situe là aussi au 31 avenue Laïrima. Donc, on est au cœur du logis neuf, à peu près en face des ateliers des caves du logis neuf pour que chacun puisse se situer. Et c'est monsieur Patrick Sabatier, l'adjoint à l'urbanisme, qui nous en fait la présentation. Madame Mireille Dounon, ancienne institutrice et conseillère municipale d'Allo, souhaite léguer à la commune un bien immobilier situé au 31 avenue Laïrima. Il s'agit d'une maison de village de 90 mètres carrés sur 2 niveaux, construite en 1903 et située dans le noyau villageois du logis neuf. L'acceptation du legs est conditionnée à la réalisation d'un lieu d'accueil et de culture destiné aux enfants de la commune, avec l'interdiction de vendre la parcelle ou de démolir le bien. Cela s'explique par l'engagement de Madame Dounon pour la cause des enfants qui, durant sa carrière, a été institutrice dans une classe d'inclusion scolaire. Je vous propose donc d'accepter ce legs. Merci beaucoup pour cette présentation. Madame Doudon est une personnalité bien connue de la commune. Elle a été conseillère municipale dans les années 80, une ancienne institutrice qui a fait quasiment tout son parcours ici à Allo. Elle n'a pas de descendant direct et souhaite faire profiter effectivement de sa propriété pour les enfants de la commune à l'avenir. Et donc nous l'acceptons bien volontiers. Nous la remercions pour cette démarche. Et si jamais d'autres habitants d'Allo, qui aussi n'ont pas forcément de descendants, souhaitent léguer des biens qui soient mobiliers ou immobiliers à la commune, sachez qu'ils ont la capacité à le faire. Ce sont voilà, concrètement des services publics ou de l'argent qui rentre directement dans les caisses de la commune avec tous les avantages que ça peut avoir. Et naturellement, on respectera nos engagements et on valorisera l'œuvre qui a été la sienne durant toute sa vie. Je l'ai reçue il y a peu de temps, elle est encore très en forme et je la remercie en tout cas par sa démarche à laquelle nous sommes naturellement très sensibles. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je la soumets à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. La délibération suivante concerne la dénomination du parvis du cimetière d'Allo Centre. Vous savez, là où on fait très régulièrement nos cérémonies avec nos anciens combattants. Nous l'avons dénommé parvis des anciens combattants et aux morts pour la France. Et je laisse le soin à M. Henri Carvin, élu à la mémoire communale, de nous en faire la présentation. Merci, Monsieur le maire. Il est donc proposé de nommer le parvis situé devant l'entrée du cimetière d'Allo Centre le parvis des anciens combattants et aux morts pour la France, afin d'honorer la mémoire des anciens combattants et de sensibiliser la population et les générations futures. Le parvis constitue un lieu de rassemblement avant l'accès au vieux cimetière d'Allo Centre où se déroulent les commémorations en mémoire des anciens combattants. La dénomination de cet espace public en leur honneur permettra de les honorer et de transmettre la mémoire des conflits du XXe siècle aux jeunes générations. Ainsi, je vous propose d'approuver cette dénomination. Merci beaucoup, Henri Carvin. On a eu le temps de dévoiler cette plaque à l'occasion des dernières cérémonies du 8 mai 2025. On a ressenti une belle émotion. On avait réuni toutes les jeunes générations. Les CMJ étaient présents pour un certain nombre d'entre eux, ainsi que toutes nos associations d'anciens combattants et du souvenir français. J'en profite aussi pour saluer ce que vous avez réalisé au moment de l'inauguration de la stèle du général de Gaulle, qui se trouve désormais sur le parvis de l'usine électrique d'Allo et dont la réalisation a été unanimement saluée, notamment au moment des commémorations de l'appel du 18 juin dernier. S'il n'y a pas de demande de prise de parole sur le sujet, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient? La délibération est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne l'acquisition amable d'une propriété non bâtie à usage de parking sur l'avenue Jean Giono,
On est tout proche du rond-point des Palmiers. Et je laisse le soin à M. Patrick Sabatier, adjoint à l'urbanisme, de nous présenter le rapport. Merci, Monsieur le maire, dont il s'agit pour ce rapport de tout simplement une régularisation. Hein. Vous allez vite comprendre. La commune a été sollicitée par la société Altarea, agissant en tant que syndic de la copropriété Cœur Restant, pour la cession d'une parcelle cadastrée section EA 101 d'une superficie de 1008 mètres carrés à usage de parking située avenue Jean Genot. Nous avions approuvé l'acquisition de cette parcelle auprès d'Altarea par la délibération 2024-186 du 12 décembre 2024. Cependant, il s'est avéré que la société Altarea n'était pas le seul propriétaire de cette parcelle. Le véritable propriétaire identifié est la société Cogedim Provence. Cette erreur provenait du service des impôts fonciers qui recouvrait la taxe foncière auprès du syndic de copropriété. Ainsi, je vous propose d'approuver l'acquisition amiable auprès de la Cogedim Provence de la parcelle cadastrée section EA 101 d'une superficie de 1008 mètres carrés à l'euro symbolique. Il s'agit tout simplement du changement de propriétaire. Les conditions restent les mêmes. Merci beaucoup, Monsieur Sabatier. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. On passe au volet ressources humaines avec la délibération suivante qui concerne la création d'emplois permanents et la mise à jour du tableau des effectifs de la commune au 1er août 2025. Je laisse le soin à Madame la première adjointe, Madame Joëlle Mizrahi, nous présenter ce rapport. Merci, Monsieur le maire. Afin de répondre aux besoins en effectifs et compétences de certains services municipaux, il est proposé de créer les emplois permanents suivants. Catégorie B, à temps complet, un animateur principal de première classe, un éducateur des APS principal de première classe, un éducateur des APS principal de deuxième classe, 2 techniciens, un rédacteur, un éducateur des APS. Pour la catégorie C, à temps complet, 4 adjoints administratifs principaux de première classe, 2 adjoints techniques principaux de première classe. Toujours en catégorie C, mais à temps non complet, donc 22 heures par semaine, un adjoint d'animation. Aussi, je vous propose d'approuver ces créations. Merci beaucoup pour ces précisions et cette présentation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Oui, Madame Robineau. Monsieur le maire, Madame l'adjointe, peut-on créer de nouveaux emplois permanents alors que des postes équivalents sont vacants au tableau des effectifs? En principe, non. Le tableau des effectifs sert justement à encadrer le nombre de postes créés pour chaque grade. Lorsqu'ils sont vacants, la collectivité a pour premier devoir de les pourvoir avant d'en créer de nouveaux. Ne pas respecter ce principe peut être perçu comme une mauvaise gestion des ressources humaines. Concernant la masse salariale, les documents budgétaires parlent d'eux-mêmes. En 2019, les charges de personnel représentaient 15,3 millions d'euros. En 2025, vous inscrivez 19,3 millions d'euros, soit une augmentation de 26%. Et ce, alors même que vous vous vantiez dans votre bilan de mi-mandat, financé par le contribuable allodien, d'avoir réduit le nombre d'agents. Faudrait-il comprendre qu'il y a désormais moins d'agents, mais qu'ils sont mieux payés? Je rappelle à mes collègues que vous aviez justifié certaines décisions en matière de personnel au nom d'une meilleure maîtrise financière et en réponse aux observations de la Chambre régionale des comptes. Vous affirmiez ne pas mener de chasse aux sorcières, mais agir dans l'intérêt général. Or, les faits vous contredisent. 2 décisions de justice vous ont donné tort
et donc coûter à la collectivité. Non, là, vous dites encore des hérésies, Madame Robineau. On n'a perdu aucune procédure, donc je ne peux pas vous laisser encore une fois dire des bêtises. Il y a effectivement des contentieux avec certains enjeux, très peu, très peu. Et à ce titre, mais après je vais vous répondre sur le fond, parce qu'une nouvelle fois, vous faites la même erreur. Chaque année, vous faites la même erreur. À chaque fois qu'on met à jour le tableau des effectifs, vous considérez que ce sont des recrutements extérieurs. Je vais vous l'expliquer une fois de plus, parce que manifestement, malgré mes injonctions à vous former année après année, vous ne le faites toujours pas, mais c'est pas grave, je vous répondrai sur le fond dans quelques instants. Par ailleurs, un cadre de catégorie A que vous aviez écarté continue, 4 ans plus tard, de peser sur les finances communales, alors que vous assuriez lors d'un précédent conseil municipal qu'il ne coûterait plus rien. Enfin, il serait malvenu d'oublier les nombreux agents poussés vers la sortie ou ceux qui n'ont effectué qu'un bref passage dans nos effectifs. Madame Robineau, il s'agirait, je pense, de tourner la page de la campagne de 2020. Il va y avoir bientôt la prochaine campagne des municipales. Il serait temps de se mettre à jour. Voilà. Je pense que non, ça suffit. On vous a assez entendu. Là aussi, c'est une série de mensonges. Donc, j'estime qu'il est de mon droit de mettre fin à votre intervention. Il s'agit là, parce qu'on a une politique volontariste en matière de ressources humaines, de préciser qu'il s'agit pour l'ensemble de ces agents, à l'exception de 2 d'entre eux, de promotion interne. Parce qu'on valorise le parcours des agents municipaux. Donc ce sont ceux soit qui sont nommés stagiaires, qui étaient déjà dans les effectifs en tant que contractuels, et qui deviennent stagiaires, c'est-à-dire ils vont devenir fonctionnaires de la fonction publique territoriale au sein de la collectivité. C'est aussi les avancements de grade, naturellement, qui sont droits au titre de la fonction publique territoriale. Et dans tout ce que vous a cité Madame la première adjointe, il n'y a que 2 recrues extérieures, mais qui viennent remplacer 2 départs. Il y a la recrue d'un nouveau responsable des sports. Il s'agit de l'éducateur des APS principal de première classe, parce que le responsable des sports précédent est parti travailler au sein de la métropole. Et le deuxième, c'est un adjoint d'animation, donc le catégorie C à temps non complet, qui était déjà dans les effectifs en tant que vacataire, qui était fonctionnaire public, mais dans une autre région, et que nous intégrons du coup à nos effectifs, parce qu'il paraît logique, dès lors qu'il travaille depuis un certain nombre de mois dans la collectivité, de l'intégrer, qu'il puisse bénéficier de son statut. Donc au lieu de dire des choses qui sont une fois de plus fausses, inexactes, il est quand même important de rappeler la vérité, les faits, rien que les faits, uniquement les faits. Et j'en profite aussi de vous dire que la trésorerie, donc le ministère des Finances, nous a félicité pour notre gestion RH au titre de l'année 2025. C'est pour dire tout le travail qui a été fait envers le personnel pour avoir un service public le plus efficace possible. Nous réduisons, et nous avons réduit depuis 2020 le nombre d'agents public de la collectivité. On a réduit le nombre, ce qu'on appelle d'ETP, c'est-à-dire le nombre d'équivalents de temps plein, mais ça aussi, je pense que vous ne savez pas ce que c'est, mais je vous l'explique. Donc c'est le nombre d'agents qui travaillent à temps plein dans la collectivité. Et il n'y a que 2 services dont nous avons renforcé les équipes, parce que ça fait partie de nos priorités. La police municipale, dont nous avons quasiment doublé le nombre d'agents. Et il faut savoir que chaque agent de police municipale, c'est à peu près le salaire chargé de 50 000 € brut. Donc c'est un investissement pour la commune qui est relativement important. Et pareil pour le service proximité, donc tous les agents qui s'occupent en complément des équipes de la métropole sur les enjeux de propreté, l'entretien du domaine public, etc. Donc ce sont des services publics très concrets dont bénéficient au quotidien l'ensemble des Allodiens. Merci pour votre remarque, ça me permet de remettre dans le contexte le sens de cette délibération plutôt que d'entendre des choses qui ne correspondent pas du tout à la réalité. Merci. Merci à vous. Allez, s'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, Monsieur Gonzalez a demandé la parole. Oui, simplement. Monsieur le maire, simplement, si vous confirmez que ce sont des glissements internes de personnel, nous sommes d'accord. Vous connaissez notre position, pas d'embauche supplémentaire, mais plutôt faire progresser le personnel à l'intérieur du quota de personnel municipal pour qu'il puisse progresser et avoir des rémunérations un peu plus importantes, parce que nous le savons tous, à certains niveaux, les employés municipaux stagnent pendant 10, 20 ou 30 ans. Puis ce serait bien qu'ils puissent progresser un peu en fonction de leur valeur, bien entendu. Bien sûr, c'est tout à fait légitime. Merci pour votre remarque. Et nous leur permettons aussi souvent que possible de faire des heures supplémentaires au moment de tous les grands événements de la commune. Ça permet aussi pour eux d'avoir un complément de rémunération en travaillant pour toute l'organisation, que ce soit des fêtes de la Saint-Jean ou de tous les grands événements qui viennent rythmer la vie de la commune en soirée ou le week-end. Ils seront encore mobilisés le 14 juillet au soir et dans bien d'autres circonstances. Donc on les en remercie et ça permet aussi de les valoriser. Je vais soumettre, merci à vous, je vais soumettre cette délibération à vos voix. Qui est pour,
Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée, je vous en remercie. Nous passons à la délibération suivante qui concerne donc l'instauration des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. J'en parlais à l'instant et c'est là aussi Madame Joëlle Mizrahi, notre première adjointe, qui nous en fait la présentation. Merci, Monsieur le maire. Les heures supplémentaires sont des heures effectuées par un agent au-delà des bornes horaires définies par son cycle de travail, à la demande exclusive de l'autorité territoriale ou de chef de service. Elles doivent être effectives et déclarées via un système de pointage. Le nombre d'heures supplémentaires est limité à 25 heures par mois. Les IHTS peuvent être versés aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires, ainsi qu'aux agents contractuels appartenant au cadre d'emploi de catégorie B ou C. Les heures supplémentaires doivent préférentiellement être composées par un repos compensateur. À défaut, elles donnent lieu à une indemnisation selon un taux horaire de base majoré en fonction des conditions. Donc ça peut être la nuit, le dimanche ou jour férié. Le choix entre le repos compensateur ou l'indemnisation relève de l'autorité territoriale. La réalisation des heures supplémentaires est comptabilité au moyen de feuilles d'heures signées. Le paiement des IHTS est effectué mensuellement après réception des heures réalisées. La compensation fait l'objet d'un planning déterminé par le chef de service ou l'autorité territoriale. Ainsi, je vous propose d'approuver l'instauration des IHTS. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette présentation. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Il nous reste encore 4 délibérations avant le terme de ce conseil municipal. On passe au volet finances avec des délibérations que je qualifierais de techniques qui vont nous être présentées par M. Jean Tomaselli, notre adjoint aux finances. Oui, merci Monsieur le maire. Donc la première concerne les créances éteintes à admission en non-valeur. Donc malgré les diligences exercées par le comptable, un certain nombre de titres de recettes sont devenus irrecouvrables pour les raisons suivantes. Donc clôture pour l'insuffisance d'actifs sur redressement ou liquidation judiciaire, décision d'effacement de dettes dans le cadre de surendettement des particuliers. Et dans ce cas, les créances sont éteintes. Cette extinction de dette s'impose à la collectivité créancière et s'oppose à toute action en recouvrement par le comptable public. Donc conformément à la nomenclature M57, le comptable public sollicite donc leur admission en non-valeur pour créances éteintes pour un montant de 6 714 € concernant les exercices budgétaires de 2016 à 2022. Merci beaucoup, Monsieur Tomaselli. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je le soumets à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons à la suivante, c'est une admission en non-valeur. Dans la continuité de la délibération précédente, un certain nombre de titres de recettes sont devenus irrecouvrables pour certaines raisons, donc poursuite sans effet, créance inférieure au seuil de poursuite, et conformément là aussi à la nomenclature M57, le comptable sollicite donc leur admission en non-valeur pour un montant de 13 543 € et 16 centimes concernant les exercices budgétaires de 2017 à 2024. Merci beaucoup, Monsieur Tomaselli. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie. Et la dernière de ce volet finances qui concerne la régularisation des écritures comptables. Oui, il s'agit de régulariser des écritures comptables et d'autoriser d'apurer un compte relatif à une immobilisation non amortie. Cette démarche fait suite à un contrôle comptable automatisé de compte de gestion de 2024 qui a révélé que certains amortissements n'avaient pas été comptabilisés. Vous trouvez dans la présente délibération la liste des immobilisations concernées par le déficit d'amortissement, avec pour chacune les informations suivantes: nature, numéro d'inventaire, désignation du bien, date d'acquisition, valeur d'acquisition et durée d'amortissement, valeur nette comptable au 1er janvier 2025 et déficit d'amortissement à rattraper. Donc le total cumulé, donc le déficit d'amortissement s'élève à 270 078 € et 06 centimes. Et pour régulariser la situation, il est proposé d'apurer ces comptes par le haut du bilan avec une opération de débit du compte 1068 et un crédit des comptes de ces immobilisations. Cette opération sera effectuée par le comptable public à l'appui de cette délibération en opération non budgétaire. Donc pas d'incidence. C'est noté, merci pour ces précisions. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Dernier volet, on en a terminé avec la métropole, avec une convention donc, concernant la facturation de la redevance spéciale concernant les déchets.
donc sur les principaux sites municipaux. Vous avez la procuration de M. Maurice Attias, donc c'est à nouveau M. Jean Tomaselli qui nous fait la présentation de ce rapport. Oui, effectivement, Monsieur le maire, dans les communes, au même titre que les professionnels, sont responsables de la gestion des déchets issus de leur activité. Pour assurer le traitement de ces déchets, la commune a fait le choix de faire appel au service public de la métropole. Et la métropole propose donc un programme d'accompagnement des communes afin de les aider à mettre en œuvre un plan d'action pour réduire les déchets communaux. La métropole met en place un système de facturation spécifique de la redevance spéciale pour les 92 communes de son territoire. Et la métropole a mis en place une convention afin de faciliter le travail de la facturation et de n'émettre qu'un seul titre de recette par an, par commune, sur la base d'un inventaire détaillé. Ainsi, je vous propose d'approuver la convention. Merci beaucoup, Monsieur Tomaselli. Je soumets cette délibération à vos votes. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Ce conseil municipal touche à sa fin. Il est près de 11 heures. La température a dépassé allègrement les 30 degrés. Il est temps pour tout le monde de se mettre un petit peu au frais. Et je vous invite à en faire de même. Je remercie les élèves des Gonagues qui ont assuré avant leur départ en vacances la décoration de ce conseil municipal, les fanions qui se trouvent sur les vitres là, derrière nous. Donc merci à eux d'avoir pris le soin de nous accueillir ici dans les meilleures conditions dans leur cours d'école, donc ici au Gonagues à Allo. Les 2 prochains grands rendez-vous de l'été. Le vendredi 11 juillet avec le concert de Louis Pertignac du groupe Téléphone. Les dernières places sont à saisir sur le site de la commune billetterie.allo.com ou directement auprès de la Maison du Tourisme qui se trouve, vous le savez désormais, au niveau du pôle culturel de l'usine électrique. On se donne rendez-vous aussi pour la grande fête nationale du 14 juillet, sachant que nous aurons donc le marché nocturne, un grand bal populaire. Et nous vivrons aussi ensemble le premier spectacle de drone de l'histoire de la commune. À partir de 22h15, guettez les hauteurs de Notre-Dame du Château. On partagera ensemble ce grand moment. Je vous souhaite à tous et à tous un bel été. Merci d'avoir suivi ce conseil municipal. On se retrouvera à la rentrée. Merci.